Mais il y a tellement de gens qui essayent de gagner de l'argent, qui rêvent de ça, qui font tout, qui galèrent, qui n'y arrivent pas. Moi, j'estime que tu as une sorte de devoir moral vis-à-vis des autres et vis-à-vis de toi-même. Quand tu sais gagner de l'argent, il faut en gagner, quoi. Je pense que les vues ne servent à rien si t'as pas de stratégie. Faire des vues où tu te mets à danser, ça dure 6 mois et après ça s'arrête. Moi, je travaille genre 10 heures par semaine ou moins, et mon but c'est vraiment que d'avoir des systèmes. Et du coup, là, par exemple, mon business, je suis en train de complètement de le décorréler de ma personne, dans le but de pouvoir ensuite faire une OBO puis revendre ma boîte à terme, quoi. Même si moi j'adore YouTube, YouTube s'en fiche de nous. Les vues YouTube, c'est Justin Bieber, c'est Dua Lipa. Donc leur publicité YouTube, leur argent, ça provient de la musique, et n'importe quel créateur pourra se plaindre autant qu'il veut que y a pas assez de liberté sur les contenus, que maintenant on peut même plus dire un gros mot parce que sinon on se fait bannir ou ce genre de choses. En fait, YouTube s'en fiche parce que c'est pas eux qui font la plateforme aux yeux de YouTube. Vous avez vu la déclaration de patrimoine de Bruno Le Maire? Parce que là, c'est vraiment la teon. Le gars, il est ministre de l'économie, il a tout sur des livrets, pas investi en bourse, etc. dans l'économie, justement. C'est quand même la teon, quoi. Salut, c'est Antoine. Avant de commencer cet épisode, j'ai une bonne nouvelle. T'as pas besoin de prendre de notes. Mon équipe a créé une fiche qui récapitule tout ce qui a été dit, les meilleurs conseils, les phrases pépites, tous les outils avec les liens. Et tu peux télécharger cette fiche gratuitement et maintenant en cliquant sur le lien qui est dans la description ou en te rendant sur yumpodcast.com tout attaché. Je te laisse tout de suite avec les invités. Alors, aujourd'hui, on reçoit la bande des petits genoux qui cartonnent. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Ils sont super forts, ils sont super jeunes et ils ont plein de trucs à partager. Le premier, c'est Théo Guyon, 270 000 abonnés sur Insta, mais il triche un peu parce que c'est en anglais. Donc forcément, il y a un marché un peu plus gros. Il fait des guides sur Paris qui sont vachement bien. Ensuite, on a Paul Barbosa, 95 000 abonnés sur Instagram. Tu parles de productivité. Ça fait pas très longtemps qu'on te connaît, mais t'as décollé assez vite. T'as rejoint l'agence Influ notamment. Félix, que vous commencez, je pense, à connaître, avec qui j'ai cofondé. Je suis pas un jeune, moi. T'es pas un... Non, t'es le... Mais bon, toi, c'est différent. On a cofondé La Forge avec Félix, une boîte qui libère les entrepreneurs de leurs tâches administratives. Et d'ailleurs, on va peut-être ouvrir des places, donc soyez à l'affût si vous voulez rejoindre l'aventure. Et enfin, Elliot Meunier, qui vit dans une cabane, qui a une grosse formation sur la productivité, qui fait des gros revenus sur Internet et qui est en train de monter une grosse secte en Aveyron. Comment ça se passe, la secte, Elliot, là? Tu veux nous en parler un peu? Exceptionnel. Là, j'installe des tipis autour de ma petite cabane. Comme ça, je peux ramener mes disciples et tous les matins, je peux les adouber comme je veux avec de l'eau sacrée. Non, je rigole. En vrai, ça se passe très bien. On est en train de construire une énorme salle de danse juste à côté de ma tiny house. Et c'est cool. C'est genre, j'ai l'impression de faire des micro-produits, mais dans le réel, tu vois. Genre, je me dis, tiens, je vais construire une douche extérieure aujourd'hui, et demain, on va construire un pont, et après-demain, du coup, c'est trop stylé. C'est fou parce que, tu vois, ce métier, il permet vraiment de faire tout et son contraire. T'as les mecs, à partir du moment où ils commencent à gagner de l'argent sur Internet, ils vont à Dubaï, et t'en as d'autres, ils vont en Aveyron, ils s'installent une tiny house, et ils construisent des toilettes sèches, quoi. Et je trouve ça génial, en fait, d'avoir tout ce panel de possibilités, et de pouvoir recréer, parce que toi, c'est ce que tu fais, Elliot, c'est que, en fait, pour pas être tout seul en Aveyron, tu recrées une sorte de communauté, un peu comme un petit village, où tu ramènes des gens, tu crées des événements, et c'est ouf, quoi. Ouais, c'est ça. C'est genre, tu profites du cadre incroyable qu'il y a ici dans la nature, sans aucune densité de population, et en même temps, tu fais venir les gens à toi, quoi. Du coup, là, toute l'année, il y a des gens trop cool qui viennent, et puis, si je veux apprendre des compétences, je les fais venir dans la salle, je organise des stages avec mes potes. Enfin, c'est une philosophie de vie de ouf. Ça coûte combien une tiny house? Tiny house, comme j'ai, ça coûte 40 000 euros. Et en Aveyron, les terrains, vraiment, pour 500 000 euros, t'as un château avec 2 dépendances, quoi. Ouais. Donc, en gros, tu gagnes ta vie, quand tu gagnes ta vie sur Internet, tu fais tes premiers 50 000 euros, tu peux t'acheter une maison avec un grand terrain et vivre dedans. Mais tu pars à la retraite en après. France. Non, mais c'est ça. C'est 20 euros d'assurance par mois, tu peux mettre un petit panneau solaire, être chill. T'as besoin de rien, quoi. Ah, de C'est ouf. pas mal. Bon, vous êtes tous créateurs de contenu. C'est quoi l'outil pour vous qui a tout changé dans votre game de créateur de contenu? Est-ce qu'il y a un outil, un truc où vous vous êtes dit, waouh, ça c'est trop bien et ça va m'aider? Wow. Il y en a beaucoup, en vrai. TikTok, déjà. Ah ouais, Déjà les plateformes, les plateformes en tant que telles changent beaucoup. C'est toi, Antoine, qui avait parlé de l'outil qui inspirait les gens à créer. Et je pense que moi, la découverte de TikTok, ça m'avait poussé à faire des vidéos plus courtes, parce que j'ai commencé sur YouTube il y a longtemps et ça a jamais vraiment pris. Et quand j'ai commencé TikTok, je me suis rendu compte que je pouvais produire beaucoup, avoir du feedback très rapidement, et que ça a enlevé un peu toutes les frustrations que j'avais en tant que créateur de format long. Tu l'as vécu un peu comme une libération de te dire, ok, Oui. j'ai plus besoin de faire de vidéos YouTube, j'ai un format qui est plus accessible maintenant? C'est ça,
Il y avait un accès aussi à l'audience parce que les algorithmes ramènent des gens à venir découvrir ton contenu même quand tu débutes, ce qui est plus le cas sur YouTube aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et TikTok a permis ça, donc de ramener l'audience, de rendre plus facile les tournages, le montage est hyper rapide, donc il y avait plus de barrière à la création. Et quand on est habitué à du format très très long, aller sur du format court, c'est être en vacances. Donc ouais, c'est vrai. ça a tout changé. Ouais. C'est vrai. Les autres, vous avez un outil comme ça qui a tout changé pour vous? Les autres là. Moi j'en ai un. Ça fait un peu. Elliot? En vrai, moi c'est Whimsical. Je kiffe cet outil. Il est incroyable. C'est à la base, c'est un. Tu connais ou pas? Pas du tout. Ah bah voilà, c'est incroyable. Whimsical, c'est mon C'est un outil. truc pour recruter dans la secte, c'est ça? C'est Exactement. Mais après les gens ils vont me croire, je vais avoir l'organisme de recherche des sectes qui va être sur mon dos à cause de son podcast. Vas-y. Non, en vrai ça... c'est un. Comment tu le... Parce qu'on va faire une fiche, on mettra tous les outils dedans. Comment tu l'écris? Oh, tu veux pas que je te fasse ton boulot aussi? Alors c'est un canvas infini. Ouais. Et du coup t'as plein de sets d'outils que tu peux utiliser. Faire du wireframe, donc pour concevoir des sites web très rapidement, juste avec des gros blocs, des boutons. Ça, peu importe pour les vidéos. Tu peux faire, t'as tout un set d'outils pour les mind maps. Donc tu peux faire des mind maps et honnêtement c'est mieux que MindNode. Il y a plus de raccourcis, c'est plus fluide. Moi je préfère. T'as un set d'outils pour faire de la gestion de projet. Donc des Kanban un peu Trello où tu bouges toutes les cartes pour gérer tes projets. Et t'as un set d'outils pour faire des diagrammes et des choses comme ça. Et donc moi en fait je fais toute ma création de contenu maintenant sur Whimsical. Je pars du brainstorm avec genre une carte mentale et ils ont un outil qui permet ils intègrent l'IA dans la carte mentale. Donc tu mets genre une liste d'idées sur tel truc avec tel angle et ensuite il te génère tous les titres que tu veux par exemple, donc ça fait des branches supplémentaires, donc ça t'accélère, tout est imbriqué. Ensuite je fais mon script direct dans ma mind map et après à côté moi je kiffe faire des diagrammes sur le côté pour expliquer plein de concepts, faire des illustrations hyper rapides et ensuite tu sais je les incruste avec OBS machin en enlevant le fond. Et du coup, en fait, j'ai des sortes de diagrammes flottants partout sur mon écran. Et je peux les déplacer comme ça. Et en formation, c'est vraiment ouf, quoi. C'est comme quand t'écris avec ton iPad sur l'écran, tu sais, mais que c'est transparent. Et là, c'est des diagrammes, c'est bien fait, et tout tourne, quoi. Ouais, il y a vraiment des outils comme ça qui permettent de faire plein de trucs. Et moi, j'ai du mal. Moi, je préfère les outils ultra minimalistes, tu vois, qui permettent de faire un seul truc. Et par exemple, Notion, moi, j'ai jamais réussi à accrocher à cause de ça parce qu'il y a trop de possibilités. Et moi, ça me paralyse. Et je préfère une app genre MindNode où tu peux faire un seul truc. Alors attendez, testez Whimsical parce que Miro c'est l'équivalent de Whimsical, mais Miro est trop fourni. Miro on se perd. Alors que là, t'as vraiment 4 boutons sur le côté, tout est mappé à un raccourci clavier. L'interface est hyper minimaliste et si vous allez voir le blog de Whimsical, c'est une boîte de ouf. Vraiment, ils compensent toutes leurs émissions de carbone et ils ont une team, genre ils gèrent un support client avec je sais pas des millions de clients avec genre 6 personnes à plein temps. Ils expliquent comment ils font l'auto-management et tout. C'est assez ouf là, cette boîte, vraiment. Pour ceux qui aiment les formats feuilles blanches comme ça où on peut mettre n'importe quoi, déplacer des trucs, il y a Apple qui a lancé son propre outil qui s'appelle Freeform, qui a surtout été pensé pour l'iPad et en prévision du headset là de l'Apple Vision Pro, mais ça marche aussi sur Mac et franchement ça marche pas mal. Et avant, moi quand je faisais parfois c'est sympa de pouvoir faire des petits diagrammes, justement des petits schémas pour des formations par exemple ou à caser dans des emails. Avant je les faisais avec Keynote. Et maintenant, en fait, je l'ai fait avec Freeform parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Et c'est vrai que c'est assez chouette. Quand on a l'esprit qui aime bien, quand on regrette un petit peu le papier ou toute la flexibilité que ça permet, c'est assez chouette comme outil. Ouais. Paul, tu penses à un truc ou pas? Ouais, moi je suis un peu comme toi. J'aime beaucoup les outils qui ont une seule fonction. J'ai testé Notion, je pense, je sais pas, 5-6 fois. J'ai essayé de tout mettre dessus, ma to-do list, ma prise de notes, etc. Mais j'y arrive pas. Donc j'utilise par exemple tous les jours Things et c'est mon outil de to-do list et c'est ce qui me permet de créer plein de projets, d'être bien clair, de savoir ce que je fais. Et je pense que ça m'a aidé à bien me structurer parce qu'avant c'était un peu le bordel dans ma vie. Et depuis que j'utilise ça, je pense que c'est un de mes outils préférés aujourd'hui au quotidien. Dès que j'ai un projet à créer, je crée une catégorie projet sur Things et je note toutes les tâches que je dois faire pour l'atteindre. Je me dis pas juste tiens, j'ai envie de créer un podcast, je verrai. Non, je crée un projet et je découpe comme ça avec des micro tâches. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je dois faire demain pour avancer vers ça. Et je pense que Things c'est vraiment le meilleur outil pour créer une to-do list et t'organiser un peu au jour le jour. Et voilà. Et après Things, utiliser Things c'est très cool. J'ai commencé à l'utiliser il y a pas longtemps. Je l'avais utilisé il y a longtemps et je m'y suis remis.
Et en fait, moi, ma fonction préférée de Things, d'abord, t'as raison, c'est ultra simple et minimaliste et on peut l'utiliser de manière très simple pour faire juste des petites listes de tâches, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des process complets. Donc, par exemple, quand je mets en ligne une formation, il y a genre une quinzaine ou une vingtaine d'étapes, il y a vraiment plein de petits trucs et si j'ai pas mon process, je vais forcément en oublier. Et donc, j'ai tout mon process sur Things et le mieux ensuite quant à ça, c'est que tu peux créer des événements qui se répètent. Donc, par exemple, tu peux dire tous les vendredis, je mets tous mes contenus en ligne, c'est le jour des uploads, et donc j'ai mon process qui pop tous les vendredis dans ma liste de tâches. J'ai juste à cliquer dessus, ça se déroule, et là j'ai juste les cases à cocher en fait. Et c'est vrai que quand tu creuses un petit peu tout ce que tu peux faire avec un outil comme ça peut vraiment changer ta vie, sans changer ta manière de t'organiser. Mais il faut fournir ce travail en fait de se dire je vais vraiment essayer de creuser, de l'utiliser à fond quoi. Things, il y a un truc moi j'aime pas, c'est que c'est pour le coup c'est pas assez minimaliste, on peut pas cacher le comment dire, le calendrier, la liste à tout moment. Moi j'en veux pas de ces trucs là, moi T'es sûr qu'on peut pas cacher le calendrier? Ok. Peut-être ça a changé, qu'il y avait mais une fonction dans les réglages, mais peut-être pas. Mais ça me fait chier, ça me faisait chier, bref. Félix, t'as un outil ou quelque chose? Moi, pour la création, je pense que je suis la personne la plus éloignée en termes de psychologie pour faire du contenu. Ouais. Et il y a deux trucs qui m'a aidé à faire du contenu. Et là, au montage, là, Léna, elle a 20 vidéos à monter. Et chaque semaine, c'est de pire en pire. Donc, elle commence à être complètement sous l'eau. Il y a deux trucs qui m'a aidé. Alors déjà, avoir un logiciel où, tu vois, moi ici, j'utilise Riverside là qu'on utilise. Et donc il y a tout qui est connecté, la caméra, le micro, le machin. Aussi de l'invité, donc au montage tout est déjà là pour pouvoir faire le montage, etc. Donc ça simplifie dans l'envoi de documents, etc. Et le deuxième truc, c'est que j'ai engagé quelqu'un pour parler avec moi. Et ça pour moi ça a été, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais ça a été vraiment le hack ultime qui m'a fait passer de le contenu c'est difficile en fait c'est facile, il y a quelqu'un qui parle avec moi, donc voilà, on commence la session d'enregistrement, 2 heures, prend 3 sujets et voilà. Comment t'as trouvé cette personne? Genre t'as mis une petite annonce, j'embauche quelqu'un pour parler avec moi, ou c'est quelqu'un que tu connaissais déjà? C'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis à peu près je pense 10 ans. Et qui, je savais justement, était plutôt bonne pour poser des questions, pour relancer, qui était quelqu'un qui est assez curieux, et donc voilà. C'est pas con, tu trouves quelqu'un avec qui tu sais que t'as de bonnes conversations, qui arrive à te faire parler, et tu mets cette personne en face de toi et tu peux faire un podcast entier là-dessus quoi, un format entier basé là-dessus. Et même l'idée, couper, la personne est recomposée pour avoir un contenu où tu parles tout seul quoi. Et l'idée toute conne, c'est que plein de créateurs parlent du fait de, je sais pas, mettre une photo de quelqu'un qu'on connaît pour parler, etc. Mais je me suis dit, c'est bien ça, mais et pourquoi finalement il y aurait pas juste une personne devant moi, quoi. C'est vrai. Mais on voit sur TikTok plein de gens qui font des faux podcasts. Donc on embauche vraiment un acteur pour faire semblant de lui parler, mais autant prendre quelqu'un qu'on connaît et vraiment avoir une discussion et la filmer à ce stade. Ouais, les fake interviews, on l'a déjà bien ratissé dans le podcast. C'est un gros truc et en fait, il y a des très bonnes idées à prendre de ça. Il y a très bonnes idées, c'est-à-dire qu'en effet, c'est plus facile de parler à une personne que de parler à un appareil, quoi. Je voulais vous demander, alors, je pense qu'on a tous un peu un point commun, et peut-être vous encore plus que moi, c'est que vous avez créé du contenu pendant un moment. On pourrait croire que vous avez percé direct, mais en fait, la plupart d'entre vous, vous avez créé du contenu pendant un moment, et jusqu'au jour où vous avez trouvé un format qui a vraiment marché pour vous et qui vous a permis de faire de la vue. C'était quoi ce format et quel a été le déclic qui vous a permis de faire des vues? Théo, peut-être? Vas-y, Théo. Moi, je peux commencer. Alors moi, j'ai fait des vidéos pendant 10 ans sur YouTube. J'ai testé tout. J'ai testé tous les formats, tous les sujets. Je voulais vraiment je voyais ça comme un laboratoire. Du coup, j'ai un peu tout testé. Et vu que j'étais très jeune, j'étais encore au collège quand j'ai commencé, puis au lycée. J'ai voulu vraiment tester comme quelqu'un qui aimait la vidéo et qui a fait des vlogs, qui a fait des chroniques culturelles, plein de choses. Et ce qui a changé, c'est que j'ai testé TikTok et que j'ai commencé à voir qu'il y avait des possibilités d'avoir des audiences. J'ai testé plein de formats sur TikTok et j'ai vu que ça faisait des vues. Et ensuite, j'ai un peu par hasard, j'avais une petite intuition que je devais aller vers des vidéos en anglais à l'époque, parce que j'avais passé des années à faire des contenus en français sans jamais vraiment tester l'international.
Et je me sentais bloqué, je me disais qu'il y avait quelque chose à aller chercher plus loin, que même en tant que Français qui parle avec un accent français, il y avait quelque chose à faire et que personne ne le faisait. Et en fait, je pense que tout s'est un peu aligné d'une certaine façon où je me suis installé dans Paris. Parce que pour ceux qui me connaissent pas, je pense que la plupart des gens, je fais des vidéos qui parlent de Paris et qui font découvrir Paris aux étrangers. Et donc, je m'étais installé à Paris. J'avais envie de faire des vidéos en anglais et je pense que c'était la meilleure chose pour parler de Paris parce qu'il y a rien de, les plus grands fans de Paris, en fait, ils vivent pas à Paris. Ils sont à l'extérieur. Et tout s'est aligné un petit peu en même temps et c'est là que les vues sont arrivées au final. Mais il y a eu un peu une intuition, des tests que j'avais fait avant et je sentais que c'était le moment pour moi de faire des vidéos en anglais et que ça allait prendre. Il fallait juste pousser le truc. Un truc que j'aime beaucoup chez toi, Théo, c'est que je pense que la plupart d'entre nous, on n'oserait pas faire des vidéos en anglais aujourd'hui, notamment à cause de notre accent, notre gros accent français. Et toi, tu as un gros accent français et t'as décidé, non seulement t'as assumé de faire des vidéos avec, mais en plus t'as décidé d'en faire presque une signature. Et donc tu vois, t'es là, tu vas dans une boulangerie et tu dis "This is a pain au chocolat", tu vois. Et le truc, ça cartonne. En fait, ils adorent ça, les étrangers. Mais ce qui est incroyable, c'est que moi, mon accent, il est vrai. Je parle vraiment comme ça quand je parle en anglais. J'ai vraiment un accent pourri. Et encore, ça se voit quand je donne certaines tournures. Je vais dire the au lieu de the. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui parlent bien anglais, qui vont faire exprès d'avoir un mauvais accent. Surtout des Français qui vivent aux États-Unis et qui jouent un peu sur le côté French lover. Et du coup, ils ont un accent pourri et ils font exprès d'avoir un accent pourri. Et moi, on m'a beaucoup reproché. C'est les Français qui m'ont reproché au départ dans mes vidéos que je forçais sur l'accent. J'ai eu vraiment des haters vraiment violents parce que presque ils voulaient m'empêcher de parler en anglais parce que si t'as pas un accent parfait en anglais, en France, on n'a pas envie que tu parles anglais. Mais j'étais convaincu, j'étais sûr que c'était une force d'avoir un accent français et qu'il fallait pas le cacher et que de toute façon, on peut pas le cacher. Les meilleurs Français, ceux qui ont le meilleur accent anglais, même un Américain, il sent qu'il est français et qu'il n'est pas vraiment américain. Donc, on peut pas le cacher. Même le meilleur du cours d'anglais ne peut pas cacher son accent. Donc, ça servait à rien de faire semblant. Moi, je me suis lancé en anglais pendant une année. J'ai traduit toutes mes formations en anglais. J'ai passé vraiment un mois entier. Ça faisait 80 heures de contenu et tout. J'ai fait du contenu organique sur YouTube pendant 2 mois. et du coup, au final, le marché anglais, pour moi, ça n'a pas marché. Enfin, j'ai fait peut-être 25 000 euros de CA dans l'année. Mais avec un ROI qui était pas celui que j'avais en français, et c'était trop de maintenir 8 formations en 2 langages, c'était trop quoi. Enfin 8 tunnels de vente. Mais attends, il y a quand même une différence, c'est qu'en français t'avais déjà ton audience, alors qu'en anglais tu partais de zéro. 25K la première année en partant de zéro, c'est quand même pas rien. Peut-être que t'aurais pu aller beaucoup plus loin. Non, c'est pas mal. Après, je faisais tout par de la pub en fait. Donc tu vois, j'avais pas encore la cred sur le marché anglais. C'est vrai que sur le marché anglais, faut plus avoir de cred pour vendre quand même. Donc ouais, clairement, j'aurais pu le faire marcher, mais c'était trop pour moi, quoi. Là, je suis dans ma cabane, quoi. Du coup, ce qui m'a mis le coup de massue à la fin, c'est quand j'ai commencé à faire les TikTok en anglais et qu'il y a des gens qui me mettaient dans les commentaires, putain, j'avais même pas capté qu'il parlait en anglais tellement son accent français, il est... Les bâtards. Ils ont tellement raison. Et j'ai arrêté. Non mais putain, vous avez osé, quoi. Moi, je suis admiratif. C'est tellement dur quand on est bon dans quelque chose. Et qu'on sait qu'on est bon dans quelque chose, c'est tellement dur de faire autre chose. Quelque chose dans lequel on sait que ça va être plus difficile parce qu'on part de plus loin. Et vous avez osé le faire. Et putain, traduire tout son système de contenu en anglais, c'est un boulot qui est énorme en plus. C'est un enfer, tu retournes tout 3 fois d'affilée. Tu vois, tu disais Antoine que ça fait peur de commencer quelque chose de nouveau quand on a déjà un truc qui marche. Mais je trouve que c'est aussi un peu un jeu amusant c'est comme si tu revenais, comme les entrepreneurs undercover là, qui sont cachés, qui se déguisent en employés, ils sont déjà connus et ensuite ils essayent de se faire passer pour moins connus, ou les célébrités qui se cachent. Il y a un peu cette sensation-là quand tu crées un nouveau compte, comme si t'avais pas de compte avant, comme si personne te connaissait et t'essayes de trouver une nouvelle audience. Moi là, j'ai fait ça récemment, j'ai créé un nouveau compte en français. J'ai 200 abos, c'est un tout petit compte, mais qui parle de littérature et d'écriture. Vraiment un compte de passion un peu. Et c'est tellement plaisant de recommencer de zéro. Est-ce que chaque abonné, tu connais leur nom? C'est comme si tu construisais un petit peu une secte, comme Elliot finalement. Non, mais c'est comme si tu construisais un peu une famille, tu vois. Il y a un rapport différent. Elliot n'a pas de secte, il faut le dire. Merci Antoine. Non, en tout cas, pas encore officiellement. Mais ça ne saurait tarder. Paul, à quel moment t'as trouvé ton truc à toi? J'ai tenté plein de trucs comme Théo. Nous, on fait des vidéos ensemble avec Théo depuis qu'on est au lycée.
c'est assez drôle. On a lancé un podcast ensemble, on a lancé une chaîne YouTube ensemble de divertissement quand on était très jeunes. Et ouais, ouais. Et on a toujours. Vous nous montrerez un peu les petites vidéos. Tout est en ligne. Tout est en ligne. Ah, tout est en ligne. On n'a pas mis un peu. Faut les trouver. Oula. Non. Ça va vite changer. On retrouvera notre unité de fact-checking retrouvera cette information. Mais ouais, du coup, on a toujours voulu vivre de la création vidéo, tu vois. Je parle au nom de Théo, mais c'est notre passion depuis tout petit. Et du coup, moi, j'ai tenté plein de trucs sur YouTube aussi qui ont jamais fonctionné finalement. Et c'est quand j'ai découvert TikTok, Instagram, le format court, que je me suis dit, mais en fait, on part avec un avantage injuste énorme, parce qu'en fait, on a fait des vidéos depuis tout petit qui duraient, je sais pas, plein de logiciels comme ça pour faire du montage. Et je me suis dit, c'est le moment de tout tenter, de tout lâcher le format long et tout miser sur le format court pour essayer de se construire une audience. Et du coup, j'ai tenté plein de trucs aussi qui n'ont pas marché. J'ai parlé de musique, j'ai parlé de minimalisme à un moment aussi. Je tentais des défis comme ça pour essayer de vivre avec moins de choses. Et c'est quand je me suis focalisé sur un seul sujet, donc le conseil d'Antoine d'ailleurs depuis 10 ans maintenant de choisir une niche et de s'y consacrer. C'est dès que j'ai commencé à faire ça que ça a fonctionné, que ça a commencé à fonctionner pour moi. C'est dès que je me suis dit ok, je vais parler que de productivité, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai envie de creuser. J'ai l'impression qu'en France il y a plein de trucs qui sont pas faits. Quand on parle de productivité, c'est soit des gourous qui te disent qu'il faut travailler 12 heures par jour pour réussir, il y en a beaucoup sur LinkedIn, ou soit c'est voilà. Et j'avais envie d'apporter un visage nouveau à cette thématique, donc j'ai foncé là-dessus. Le format vraiment qui a fonctionné sur Instagram, c'est visiter des lieux de travail dans Paris, parce que c'est très instagrammable un peu le fait de découvrir de nouveaux lieux comme ça fonctionne bien pour se créer une audience, pour montrer aux gens que t'existes. Et ensuite, j'ai continué à fidéliser avec d'autres types de contenus, plutôt des conseils de productivité et ma newsletter en fait où je donne des conseils aux gens par mail tous les jeudis matins. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai construit une audience. Des Reels qui visent une audience un peu plus large sur Instagram. Ensuite, un lead magnet un peu pour attirer vers la newsletter. Là, en l'occurrence, c'est ma carte des meilleurs lieux de travail dans Paris. Et ensuite, dans cette newsletter-là, je fidélise, je donne des conseils de productivité, etc. Et ensuite, je vends des produits à la fin. Donc voilà. Mais vraiment sur Instagram, ce qui fonctionne, c'est d'être présent tous les jours. Et en l'occurrence, le format lieu fonctionne bien. Théo, c'est aussi comme ça qu'il s'est construit une audience du coup. Et moi, je l'ai appliqué à mathématiques et ça fonctionne bien aussi. J'aime bien. Donc format lieu, c'est par exemple, tu vas faire des reels où tu vas dire 3 lieux pour travailler à Paris, ce genre de format. Ouais, exactement. Et en fait, ça attire une audience d'entrepreneurs, de freelance, de personnes qui cherchent aussi à mieux travailler. Donc ça rentre totalement dans mathématiques et ça plaît à Instagram, à des gens qui le découvrent comme ça. Donc je pense pour se faire connaître, c'est un format intéressant. Elliot, toi t'as eu un avant-après comme ça aussi ou pas? Non, moi je galère toujours, moi j'arrive pas à décoller comme. Bah non, attends, c'est pas vrai. T'as une bonne cred, une bonne notoriété quand même dans ta thématique. Oui, de ouf. Non, par contre, ouais. Je dirais que moi j'ai pas de format qui bénéficie de l'algorithme un peu viral, de recommandations et tout. Après sur Instagram j'ai pas mal de reels qui ont fait 1 million, mais genre c'était de l'impro, je les tournais tous d'un coup, j'ai pas de strat. Non, par contre moi ce qui me porte en fait sur YouTube, en fait si tu prends mon business, t'as à peu près 80% ou 70% qui viennent des publicités. Donc là c'est une autre question. Et il y en a peut-être 30% qui viennent des vidéos quoi que j'ai faites. Et vraiment ces vidéos là c'est des vidéos SEO quoi. Donc moi okay. Aujourd'hui là tu vois je vais lancer un nouveau projet sur la danse. Toute ma stratégie va être exclusivement basée sur du SEO quoi. Prendre un mot clé, automatiser ça à la recherche de mots clés etc avec l'IA, mais voilà aller sur des outils comme SEMrush ou des choses comme ça pour trouver des bons mots clés quoi, ou Ahref qui est le meilleur. Et puis ensuite voilà faire une petite recherche SEO sur Google, tu transposes à YouTube, tu brainstorm par idée de titre, t'essayes d'en régénérer 10, soit toi-même, soit avec l'IA, et ensuite t'as une bonne liste de contenus à faire, et après tu les traites de manière extensive, plus qualitative que les autres. Pour moi, c'est ça le truc qui marche un peu
c'est comme investir dans un ETF, quoi. C'est un peu. J'ai l'impression, toi, Elliot, t'as une approche un peu différente. C'est pas de te faire connaître sur une plateforme et ensuite de vendre des produits. C'est plus de concevoir un système. C'est-à-dire, tu vas te dire, OK, je vais concevoir un système, faire entrer de l'argent avec de la pub, enfin, faire entrer des clients avec de la pub, vendre un produit en automatique, en evergreen juste après, ou alors faire un modèle de contenu qui est basé sur le SEO. Mais j'ai l'impression que c'est plus comme ça que tu raisonnes. Tu dis, quel est le prochain système que je vais essayer de mettre en place et d'automatiser pour faire du business, quoi. C'est ça, en fait, c'est ça. Moi, je travaille genre 10 heures par semaine ou moins. Et mon but, c'est vraiment que d'avoir des systèmes. Et du coup, là, par exemple, mon business, je suis en train de complètement de le décorréler de ma personne. Toutes les prochaines formations, c'est des formateurs invités qui viennent. Les 3 dernières, c'était des formateurs invités. Et je regarde le système des tunnels de vente dans le but de pouvoir ensuite faire une EBO puis revendre ma boîte à terme, quoi. Et c'est ça la vision, quoi. Je veux surtout pas avoir cette. Et tu cherches pas à être connu. Non, du tout. Vraiment, je m'en fiche. J'ai juste envie de laisser un blanc aussi. Est-ce qu'il y en a un qui va casser le blanc, qui va craquer et personne. Un créateur de malaise. Je bug, qu'est-ce qui se passe? Inimitable depuis 150 ans. J'essaye des trucs. Écoute, faut remonter la courbe de vue du podcast. On tente des choses. Alors, donc ça, c'est votre système pour faire des vues. Maintenant, comment vous faites de l'argent? Et là, je pense qu'Elliot, là, t'as toute la panoplie, là. Mais c'est quoi votre modèle pour faire rentrer l'argent? Parce que déjà, je précise, vous vivez tous de votre contenu aujourd'hui. En tout cas, de votre activité sur Internet. Et c'est bien, tu vois, de faire des vidéos qui font des vues. Il y en a plein qui le font. Maintenant, comment vous faites pour avoir un flux entrant? Ouais, je peux commencer. Hein. Alors moi, je pense que j'ai le système le plus déplorable de tous, hein, niveau système. J'ai toujours vu la création de contenu en tant que créateur. Donc c'est vraiment mon plaisir, c'est avant tout de créer les vidéos et d'écrire et d'imaginer le côté presque artistique, même sur d'autres projets. J'ai même des projets d'écriture à côté en dehors de mes vidéos. Et du coup, mon but, c'était d'avoir un système qui tourne vraiment facilement, où c'est pas vraiment optimisé, ça va pas faire des millions, mais ça me permet de bien vivre et d'avoir le temps pour faire tous les autres projets que je veux à côté. Et du coup, j'ai tout en organique. Moi, je fais pas de publicité. J'ai jamais eu à dépenser d'argent pour faire de l'argent sur tout mon contenu. Donc c'est un peu une petite fierté que j'ai, mais du coup ça va pas faire énormément d'argent à chaque fois parce que c'est vraiment limité au côté organique. Et du coup, moi j'ai un site web où je vends des e-books. Donc je fais de l'argent avec des PDF. Donc c'est en plus personne 2023 grâce à Canva en plus. C'est ça? Grâce à Canva, j'ai fabriqué des templates sur Canva. Non mais je le dis, c'est le pire système. Et ça fonctionne quand même malgré tout. Est-ce que c'est ce qui fonctionne le mieux ou est-ce que ça fonctionne parce que tu as une grosse audience et que tes fans adorent ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais pas faire un modèle qui fonctionne encore mieux que ça? Oui, clairement, il y aura sûrement un modèle qui marchera bien mieux que ça. Mais mon modèle à la base est encore pire que les PDF parce que j'ai vendu à la base des Google Maps. Ah oui, j'ai toujours des Google Maps qui, à la base, c'était une Google Map que je faisais avec des lieux à Paris et je vendais ça. Et ça a fait de l'argent tout de suite dès le premier mot. J'ai lancé ça, j'ai pu me faire un SMIC ou à peu près, un revenu vraiment cool pour un tout début, première fois que je faisais de l'argent sur Internet. Et je sentais qu'il y avait quelque chose à pousser sur des produits physiques très simples que tout le monde comprend, même une daronne de 60 ans aux États-Unis sait ce qu'est un e-book ou une Google Map. Je pense que ce système-là, il colle bien à mon audience. Je me voyais pas faire des formations parce que la formation, c'est plus je pense pour des ambitions plus business ou des ambitions de gens qui veulent faire quelque chose de long terme. Ça pourrait être quelqu'un qui veut vivre à Paris sur le long terme et qui voudrait une formation où je lui explique tout sur Paris. Mais pour quelqu'un qui vient en vacances avec sa famille, une daronne de 60 ans qui me suit, elle a envie d'un truc très guide, très textuel, très facile d'utilisation pendant le voyage. Et du coup, moi, je l'avais imaginé comme ça sur la simplicité du produit que tout le monde pouvait comprendre. Est-ce que je sais pas pour vous, vos âges, un peu votre démographie dans vos audiences, mais moi, j'ai aussi une grosse audience assez âgée. J'ai 15% de plus de 60 ans, par exemple, dans mes abonnés sur Instagram. On voit pas ça souvent sur YouTube, par exemple. Quand moi, je faisais des vidéos sur YouTube, c'était surtout des jeunes de mon âge. Et moi, j'ai autant de jeunes que de plus âgés. Et du coup, il y a des gens qui, même un PDF, ils ont encore du mal à comprendre ce que c'est. Donc, si je commençais avec des formations, avec un Podia, où tout serait en ligne, ça deviendrait encore plus compliqué. Et c'est vrai qu'étant donné l'audience que t'as, ça collerait pas de vendre des formations.
Parce que les gens te suivent pas pour apprendre des trucs. Ils te suivent pour découvrir Paris. Ils te suivent exactement, tu vois, en tant que touriste qui veut un guide, etc. Et je pense que c'est quand même assez pertinent de vendre des PDF accessibles à une grosse audience qui est impliquée, mais qui est pas dans une démarche de formation, quoi. Théo, je peux te poser 2 questions. Déjà, je suis curieux de savoir combien de chiffre d'affaires t'arrives à faire avec ça, si c'est pas indiscret. Et deuxième question, tu vends principalement quand tu fais des offres limitées, genre des moins 20%, des trucs comme ça, ou pas? Et peut-être troisième question, c'est quoi ton taux de panier abandonné? Parce que ton tarif est quand même élevé, quoi. Moi, je l'ai dit, mon système est déplorable. Donc, les taux de panier abandonnés, ce truc-là, j'ai pas regardé les stats. Ah. J'ai un système vraiment pourri. Parce que je pense que mon but, c'était vraiment ne pas juste avoir un business, de pas trop passer de temps sur le business. Et si j'avais trop regardé tous les stats, j'aurais fait beaucoup plus d'argent. Mais c'est pas ce qui me plaît au final. Ce qui me plaît plus, c'est de me concentrer sur la création, c'est de me concentrer même sur des projets à côté. Et je voulais pas quelque chose qui me prenne trop de temps à aller regarder les stats, à gérer les upsells, les paniers abandonnés, à gérer même de l'email marketing. J'ai fait quasiment très peu d'email marketing. J'ai quelques automations mon site est fait sur Wix. Donc c'est terrible. Là, je vois les formateurs en ligne qui apprennent à faire du business et qui voient le pire élève qui s'étouffe là. En fait, fait sur Wix. Ouais. Toi, Théo, ce que tu fais, c'est que ce que t'aimes, c'est créer du contenu et tu veux gagner de l'argent pour pouvoir continuer à créer du contenu. Mais pour l'instant, t'as pas d'ambition supplémentaire. C'est pas le contenu qui est au service de ton business, c'est plus ton business qui est au service de tes contenus, c'est ça? Oui, c'est plutôt ça. Je cherche pas forcément à être l'entreprise numéro 1 du tourisme. Je vois vraiment ça comme un business qui va me permettre de faire dans la vie des projets que je veux à côté. Moi, mes grandes ambitions, c'est d'écrire des livres, c'est de faire des films, c'est des projets vraiment en dehors de ce que je fais actuellement. On parlera de Bruno Le Maire après, si tu veux. Il y a toute une histoire avec Bruno Le Maire. Une anecdote qui explique tout. Théo, est-ce que tu fais de l'affiliation? Affiliation. Je pense que t'as quand même c'est quand même un domaine qui serait vachement propice à l'affiliation. Affiliation, j'y ai pensé. J'avais été contacté même par des entreprises. Il y a un truc qui s'appelle France Channel, qui est un peu un Netflix de contenu français. Et ils m'avaient déjà contacté pour faire de l'affiliation, mais c'était pas très conséquent au niveau de leur pourcentage. Et j'avais vraiment envie de monter un business. C'est un business très récent que j'ai. Ça fait 1 an et demi que j'ai monté ça. Même pas 1 an et demi. 1 an et quelques au final. Et mon but, c'était au début de vraiment dépendre seulement de moi. C'est pour ça que je me suis pas trop intéressé à la publicité. Je voulais vraiment être capable de faire de l'argent en étant entièrement solo pour me dire, OK, c'est possible de monter une entreprise avec rien, sans aide, sans rien, sans aucun apport, sans aucune affiliation, sans aide nulle part à part son contenu. Et du coup, l'affiliation, peut-être que je m'y intéresserai petit à petit, mais pour le moment, c'est pas un objectif prévu. Même si je pense que ça peut être très intéressant. Paul, comment tu fais de l'argent, toi? Pour rebondir sur les vues, déjà, je pense que les vues ne servent à rien si t'as pas de stratégie. On parlait de comment faire des vues, c'est bien, c'est intéressant, mais je pense que voilà, les vues seules ne servent à rien en fait si tu veux construire un business sur le long terme. Si t'as rien à vendre après, si t'es pas spécialisé sur une thématique, faire des vues où tu te mets à danser, où tu te mets à faire des blagues, ça dure 6 mois et après ça s'arrête. Donc je peux ajouter un petit aparté. C'est totalement vrai ce que tu dis, et souvent c'est une erreur dans laquelle on plonge vraiment les 2 pieds dedans quand on a trouvé un truc qui fait des vues. Moi, tu vois, pendant des années, j'ai vraiment commencé à lancer mon business à 17-18 ans. C'était il y a 10 ans, mais pendant des années avant, j'ai lancé des semi-projets sur Internet à droite à gauche. Et en fait, tous ces projets étaient basés sur un hack à la con parce que j'avais vu quelqu'un faire quelques vues avec. Tu vois, il y avait un site à l'époque qui s'appelait Justin TV qui était l'ancêtre de Twitch. Et dessus, on pouvait poster des streams en direct. Et en fait, j'avais découvert qu'il y avait des mecs qui postaient des streams de séries, que ça marchait. Et du coup, j'avais piraté toute la série H et je la streamais toute la journée en laissant tourner mon ordinateur. Et ça faisait un max de vues, tu vois. Ça faisait genre, il y avait toujours au moins 1000 personnes dessus toute la journée. Et j'étais content en fait parce que ça faisait des vues. Mais en fait, ça faisait rien d'autre que des vues. C'est-à-dire que ces vues se traduisaient en rien du tout. Les gens, ils me suivaient pas parce qu'ils étaient intéressés par ce que j'avais à dire. J'essayais de mettre des bandeaux publicitaires en dessous vers un site avec des ads. Enfin, ça ressemblait à rien. Personne cliquait dessus, bien évidemment. Et en fait, c'était vraiment juste basé sur
ok, ce truc-là fait des vues, donc il doit y avoir un bénéfice à en tirer. Mais les deux sont pas du tout corrélés et je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout sur les plateformes comme TikTok, Instagram et tout, qui essayent de prendre des machins ou tu vois, ou faire des reposts de mèmes ou j'en sais rien parce qu'ils ont vu que ça pouvait faire des vues. Mais ensuite, ils se retrouvent avec une audience, sauf que c'est pas leur audience, c'est juste l'audience qui est venue à cause de ça. Et ils savent pas quoi faire avec, ils peuvent rien faire avec et parfois ils sont empêtrés dans un truc où ils arrivent pas à repartir sur un nouveau projet parce qu'ils se sentent un peu dépendants de cette audience-là parce qu'ils ont construit un truc, mais en même temps ils peuvent rien faire avec cette audience-là. Donc c'est important de le dire que le fait d'avoir un projet qu'on peut transformer en une activité, ça a rien à voir avec le fait de trouver un hack qui fait des vues à un moment donné. Ouais, et surtout dépendre uniquement des vues peut t'abîmer le moral en fait sur le long terme parce que tu regardes constamment tes statistiques sur Instagram, sur TikTok, tu comprends pas pourquoi d'un coup il y a une vidéo qui marche moins, tu te dis ça y est, c'est fini. On connaît avec Théo des créateurs autour de nous qui dépendent que des vues et qui peuvent avoir des baisses de morale conséquentes à certains moments. Ils sont fous, ils deviennent fous, vraiment. c'est très violent. Parce que d'un coup, leurs vidéos ne font plus que 1000 vues alors qu'ils ont 100 000 abonnés et ils comprennent pas pourquoi en fait. Et quand tu construis pas un truc autour de tout ça, tu peux vite te perdre et ne pas comprendre comment rebondir ensuite dès que tu as usé un format. Et quand tu dépends des vues, ça touche aussi un peu ta personne. C'est comme si tu sortais de chez toi, tu ouvres ta porte et t'as 1 million de personnes devant toi et le lendemain, il y a moitié moins. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait entre les 2 journées pour mériter 500 000 personnes en moins? Quand on dépend seulement des vues, c'est vraiment nous-mêmes et notre identité qui est un peu touchée. Et même moi qui a toujours été un peu eu un recul sur les vues, j'ai eu des vidéos qu'on cartonnait, mais j'ai jamais voulu vraiment me féliciter de ça. Si je vois une vidéo qui marche un peu moins, ça me touche quand même. Donc j'imagine quelqu'un qui ne dépend que des vues et ça doit être très très dur à vivre. Et tu disais Antoine, tu faisais du contenu pour les vues, seulement pour les vues. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font du contenu seulement pour les vues, qui fait aussi de l'argent. Et je pense que c'est pas non plus un but en soi de trouver juste le bon filon qui va faire de l'argent très vite. Et il y a de mauvais formateurs en ligne qui font il y a des publicités qu'on voit sur YouTube qui vont vendre la machine à rêve, le bouton magique qui va faire plein d'argent d'un coup. Et en fait, je pense qu'il y a les créateurs qui se mettent à faire ça vont avoir une perte de sens à un moment ou à un autre. Parce que c'est obligatoire quand tu crées un business qui te ressemble pas, dans le but seulement d'avoir des résultats rapides. Et ça marche jamais sur le long terme. Et je pense pas que ce soit si intéressant que ça de commencer un truc qui soit pas long terme. À part si ton but c'est de faire un grand coup et d'avoir énormément d'argent et de partir et faire complètement autre chose, de partir dans un autre pays. T'as plein de créateurs qui sont là pour faire un braquage, tu vois, c'est ça, tac, ils arrivent avec les flingues et tout, machin, le bouton magique et ils prennent la thune et après, tu les vois plus, ils sont à la retraite. Ouais, mais qu'est-ce que tu deviens après ça? Parce qu'il y a toujours un hack à la mode pour faire de l'argent. Toujours. Ouais. Il y a eu le dropshipping, il y a eu les NFT, maintenant t'as des mecs qui font des trucs OnlyFans, machin, tu vois. Et comme chez les vrais criminels, hein. Les vrais braqueurs s'arrêtent jamais après un braquage. Hein. Et en fait, c'est ça. Et la question, c'est est-ce que tu vas toute ta vie, tu vas sauter d'un modèle jusqu'à ce qu'il se périme à l'autre, parce que c'est des modèles qui sont tous jetables, ou est-ce que il y a un moment où tu vas réussir à convertir cette expérience, parce que tu as quand même développé de l'expérience, en faisant ça, t'as pas perdu ton temps en vrai. Est-ce qu'il y a un moment où tu vas réussir à convertir cette expérience, comme Xavier Niel qui faisait du Minitel Rose, en quelque chose de concret, c'est-à-dire en une vraie entreprise qui apporte de la valeur pour les gens? Et c'est ça la question. Et je pense pas que ce soit forcément négatif de commencer par là, parce qu'on a tous commencé je pense qu'on est nombreux à avoir commencé en voulant faire de la thune pour être libre, pour quitter de chez mes parents, pour voyager, pour faire des trucs. La question, c'est est-ce qu'on arrive à transformer ça en quelque chose de viable? Elliot, comment tu fais toi pour faire, toi tu fais de l'argent, toi tu fais du gros argent parce qu'à seulement 17 ans, attends, faut le dire, parce que tous tes shorts, ils commencent comme ça. J'ai seulement 17 ans et je suis meilleur que vous. Non, j'ai eu 19 ans il y a 3 jours maintenant. Ah, t'as eu 19 ans? Oula. Ah ouais, regarde, le petit poil au niveau de la moustache, là. Tu vas plus pouvoir capitaliser là-dessus bientôt. Antoine, là t'es vraiment en mode boomer, revenir tout le monde à l'âge et tout, faut arrêter, là. C'est vrai. T'as raison. Moi, je pense qu'il y a eu après l'émancipation des genres, l'émancipation de l'âge, je pense. Exactement. Mais Elliot, il faut dire que tu l'as exploité, Elliot, dans ton marketing beaucoup. Et d'ailleurs, t'as eu raison de le faire parce que ça attire toujours les gens. C'est toujours, moi je sais parce que je me suis lancé à 17 ans, j'ai le même truc où tu sais, tout le monde est là, waouh, c'est trop bien, il a seulement 18 ans, il fait des vues sur son blog, il commence à faire de l'argent et tout. Tout le monde est impressionné par ça. Et donc c'est normal de l'utiliser comme un levier, tu vois, pour gagner un peu d'autorité dans ton domaine. Le problème, c'est qu'en fait, au bout d'un moment,
Tu te rends compte que les gens le mentionnent de moins en moins, et puis à un moment, c'est plus du tout vraiment, tu commences à être un vieux, tu vois. Et moi, j'entre dans cette période-là, tu vois, les gens disent plus, regardez, c'est un petit jeune, petite crise, c'est un petit jeune qui réussit. Non, bah, c'est juste un gars qui me fait un peu de vues sur, voilà. C'est plus, il y a plus ce côté remarquable, en fait. Les gens sont toujours bluffés, fascinés par la jeunesse. Elliot, désolé. Non, mais moi, ton prochain anniv, je t'offre des petites pantoufles pour ta maison de campagne. Attends, j'en ai déjà. Formidable. Oh là là, elles sont meilleure pantoufle du monde. Est-ce que c'est les barefoot? C'est des pantoufles, c'est tout plus ou moins barefoot. Salut, c'est Antoine. Juste une pause dans l'émission pour te dire que tu n'as pas besoin de prendre de notes. Je l'ai fait pour toi. Si tu trouves cet épisode intéressant, mais que tu te demandes comment tu vas retenir tout ça, j'ai quelque chose. J'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout ce qu'on a dit. Les moments forts, les meilleurs conseils des invités, leurs recommandations de livres et d'outils avec tous les liens. Tout est déjà là et t'as rien à faire. Pour télécharger cette fiche, clique sur le premier lien dans la description si t'es sur YouTube ou rends-toi sur yumpodcast.com. Il te suffit d'entrer ton email et je t'envoie ça tout de suite. Le lien est dans la description ou sur yumpodcast.com. On retrouve nos invités. Ok, bon allez. Moi, comment je fais de l'argent? Moi, du coup, mon projet, c'est vraiment de créer une école de formation en ligne qui s'appelle Atomic. Et elle s'adresse à une et même cible qui est les gens qui veulent vivre de leurs idées. Et moi, du coup, je propose une gamme de formations pour cette même cible, pour cette problématique-là, quoi. À commencer par comment définir sa vision, s'organiser, etc. Une première formation, une deuxième sur comment gérer ses connaissances, donc avoir un bon système de prise de notes, un bon système de gestion, etc. Et une autre sur comment créer des tunnels de vente. Donc ça, c'est les trois que j'ai moi. Et ensuite, j'ai des formateurs invités qui viennent faire des formations en collaboration, donc Atomic, autre chose, sur le montage vidéo, l'intelligence artificielle, la création d'un studio vidéo, le design, le déclinage de chartes graphiques, etc. Et du coup, mon but, c'est d'étoffer cette gamme petit à petit, voilà, et de créer voilà. Donc ça, c'est en gros ce que je crée. Donc moi, c'est vraiment un projet qui a pour but de former des gens et de faire de l'argent, quoi. Donc du coup, mais comment je fais? C'est quoi mon mécanisme de vente pour ça? C'est que chaque formation que je crée, je lui crée un tunnel de vente. Donc je lui crée en gros un parcours d'achat. C'est-à-dire que ça commence toujours par une pub sur Facebook, YouTube ou autre. Ça va vers une vidéo d'explication ou plusieurs vidéos d'explication de la formation, du mécanisme. C'est toujours des méthodes un peu innovantes, toujours un peu décalées, donc on a un bon marketing là-dessus. Et ensuite, après ces quelques vidéos d'explication, une promo, quoi, et une vente automatisée. Donc du coup, il y a en gros un tunnel de vente par formation. Donc si tu veux, actuellement, si j'ai 7 ou 8 formations, j'ai 8 portes d'entrée avec plusieurs pubs qui tournent, il y a plus de 40 pubs par tunnel de vente. Donc là, c'est beaucoup de trucs qui ramènent des clients. Et ensuite, une fois que du coup, je fais des ventes, mes clients me coûtent rien, j'ai des gens qui rentrent dans ma newsletter, dans mes contenus, dans tout ça. J'ai une newsletter infinie qui tourne et qui fait des lancements en permanence, quoi. Donc en fait, ça augmente juste la valeur par client, voilà, en faisant des promotions à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois sur des anciens produits, des nouveaux produits, des trucs. Tout est automatisé. T'as genre 1 an d'email automatisé en rotation. Alors, non, c'est les Atomic Email. Je rigole. Mais du coup, c'est pas tout automatisé parce que c'est chiant quand tu veux lancer des nouveaux produits. Bah, tu dois mettre une pause dans l'automatisation. Des fois, tu pauses au milieu d'un lancement. Ce que je fais, c'est que je fais des micro-séquences. Enfin, je dis mais j'ai engagé un mec qui est directeur marketing et commercial. En gros, il fait tout dans mon business. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a des micro-séquences de 2 semaines qui lance au fur et à mesure. Donc il y a vraiment une séquence de 2 semaines de persuasion sur la prise de notes. Il y en a une de lancement sur une réduction sur toutes mes formations. Et en fait c'est lui qui va jouer comme avec des Lego en disant cette semaine on fait ça, cette semaine on fait ça. Ensuite on peut intercaler un lancement de nouveaux produits. Ensuite on peut intercaler une autre semaine valeur. Et du coup il joue juste au Lego comme ça. Et ça fait qu'une personne qui a fini les séquences automatiques après un tunnel de vente, qui arrive dans ma newsletter, elle attend jamais plus de 2 semaines avant de se remettre dans le bain de tout le monde, quoi. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé entre l'automatisation et la non-automatisation. Ça s'appelle recruter des gens. Tu vas nous faire un petit cours, Elliot. Ouais, la prochaine formation Atomic. Recrutement et Atomic Recruiting. Ah non, je kiffe avoir des gens à gérer. Est-ce que t'as pas un peu ce syndrome de Walt Disney? Genre où tu t'imagines en fait un système où chaque pôle est intégré à un autre pôle et tout est intrinsèquement lié et tout nourrit le reste et tu veux monter un empire autour de ça?
l'empire et tout, je sais pas, c'est juste qu'en fait, la vie m'amène des gens incroyables qui sont très forts dans un domaine, genre le design, genre l'IA, genre machin. Ouais. Et ces gens-là, je sais pas, je fais un call, je leur dis, ça te dit d'avoir 5000 € de revenus récurrents en faisant une formation avec moi? Oui, vas-y. Et du coup, on fait cette formation, je leur transmets la pédagogie, je kiffe. Après, tout le reste est délégué, c'est plus moi qui écris les pages de vente, les mails de vente, les trucs, j'écris rien, moi. Donc en fait, je travaille 3 heures, il y a un nouveau produit qui sort. Donc en fait, ça se fait naturellement, quoi. Comment est-ce que tu as trouvé tes copywriters et tes créatifs pour l'équipe? J'ai beaucoup galéré. Ça dépend, j'ai eu plusieurs process. Pour le monteur, ça a été une annonce. En fait, je suis passé par le monteur genre de Inoxtyle, les gens comme ça, qui a fait une annonce à son réseau et je l'ai payé genre 300 € pour qu'il me recrute mon monteur. Donc là, ça c'était vraiment quelqu'un de qualifié, qui avait les compétences et qui pouvait savoir si la personne qui me recommandait était bonne. Après, le copywriter, ça se fait plutôt par sérendipité, quoi. C'était genre, il m'a envoyé un mail, j'ai kiffé ce qu'il avait fait, on a parlé et au final, on a fait un test, j'ai bien aimé. Moi, l'assistante, pareil, c'était une sorte de concours, ça dépend. J'ai plusieurs process. Mais souvent, quand tu commences à en parler, les gens viennent, quoi. Je pense. Ouais, totalement. Nous, souvent, on poste une annonce, il y a beaucoup de candidatures, on fait passer des entretiens, et souvent, on trouve la perle rare comme ça. Les tests avant, Antoine. Toujours test. Des tests. Oui, test. C'est bien ça. Test pratique. Absolument. Si vous deviez choisir une seule plateforme sur laquelle poster jusqu'à la fin de vos jours, et vous pourrez plus changer, laquelle ce serait? Moi, je pense que ça serait Instagram. Pour le côté contenu court, parce que sinon, j'ai toujours aimé YouTube, mais Instagram, tout est possible. Tu peux tout internaliser, tout avoir à l'intérieur d'Instagram. Maintenant, il y a même les canaux qui sont un Telegram intégré à Instagram. Mais les DM Instagram, c'est très puissant. Tu peux contacter les gens directement en DM et c'est vraiment intéressant. Je pense que les gens poussent pas assez le côté DM et le côté contact vraiment presque face à face que peut faire un DM Insta. T'as vraiment l'impression de contacter la personne directement, bien plus proche qu'un mail. Donc Instagram, je pense que j'irai sur cette plateforme-là parce qu'il y a la vidéo, il y a la photo. Tu peux faire des carousels photos avec des textes aussi. Même le texte peut marcher sur Instagram. Les stories, il y a le côté contenu éphémère. Les DM permettent d'avoir un rapport plus proche avec les gens. Il y a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est Instagram est une des seules plateformes qui permet de faire de l'acquisition et de la vente dans une seule app. Et toutes les autres plateformes font l'inverse. YouTube fait en sorte que surtout les gens quittent pas YouTube. TikTok, c'est encore pire. Tu peux mettre des liens nulle part. Et Instagram a cette porte ouverte. Donc, ok, ils partagent peut-être pas leurs revenus avec les créateurs, mais bon, pour gagner 5 centimes à droite à gauche, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Mais par contre, ils font un truc, c'est qu'ils laissent leurs créateurs discuter avec l'audience une fois qu'elle s'est abonnée à leur contenu. C'est-à-dire que tu fais ton reel, les gens ils s'abonnent, ensuite ils voient tes stories, tu peux faire des appels à l'action dans les stories, mettre des liens. Maintenant, tu peux créer des canaux, c'est énorme les canaux. C'est quasiment comme si tu avais une petite fonction mail à l'intérieur d'Instagram où tu peux contacter directement les gens, faire des offres, faire des promos. Tous les gens qui veulent recevoir des notifications de ta part peuvent le faire. Tu vas avoir un taux de vue qui va être assez élevé, même si tu postes pas du contenu passionnant. Et ça, c'est énorme en fait. C'est des fonctions qui sont très très importantes pour les créateurs. Et je pense que les gens s'en rendent pas vraiment compte. Tu vois, ils se disent ouais bon c'est cool les canaux, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais en fait c'est énorme. Quand tu connais la puissance d'un canal Instagram pour fidéliser et pour vendre, d'un canal Telegram pardon. Tu sais à l'avance que sur Instagram ça va être pareil et que en plus c'est connecté à l'acquisition, donc c'est énorme. Et donc ces plateformes polyvalentes, elles ont une vraie valeur. Je sais pas ce que Elon Musk va réussir à faire avec Twitter, mais en tout cas pour l'instant sur Instagram, c'est bien que là qu'on peut faire ça. Sur YouTube, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de faire sortir les gens. Sur TikTok, ça c'est toujours été impossible. Donc moi j'apprécie ça, tu vois. On n'en parle pas beaucoup, mais j'apprécie les efforts qu'ils font pour permettre aux créateurs de toucher réellement leur audience, quoi. Mais tu vois, tu parlais en fait Instagram c'est fait pour les créateurs et je pense que ça joue aussi. Adam Mosseri en tant que CEO d'Instagram, ça joue beaucoup parce que c'est aussi un créateur qui annonce les nouveautés d'Instagram dans un reel et dans des stories et dans des FAQ. Et en fait, Instagram, il s'imagine vraiment les créateurs comme faisant partie de la plateforme et comme nourrissant la plateforme. Là où YouTube n'a jamais, en fait, YouTube, même si moi j'adore YouTube, YouTube s'en fiche de nous. Ils s'en sont toujours foutus parce que les vues YouTube, c'est Justin Bieber, c'est Dua Lipa. C'est même MrBeast, c'est peu de vues sur YouTube par rapport aux clips de musique. Donc leur publicité YouTube, leur argent, ça provient de la musique et n'importe quel créateur pourra se plaindre autant qu'il veut que il n'y a pas assez de liberté sur les contenus, que maintenant on peut même plus dire un gros mot parce que sinon on se fait bannir ou ce genre de choses.
en fait, YouTube s'en fiche parce que c'est pas eux qui font la plateforme aux yeux de YouTube. Et j'ai vu des conférences de gens de YouTube, des directeurs marketing ou directeurs de la création de YouTube, et en fait, t'as l'impression de parler à un mur parce que ces gens-là ne comprennent pas les créateurs du tout. Et là où Instagram fait différemment, où Instagram vraiment est tourné côté créateur, et même le simple fait qu'il y ait des canaux un peu de Telegram à l'intérieur d'Instagram, ça leur sert pas, je sais pas si ça leur sert tant que ça à Instagram ou pour des annonceurs possibles vu qu'il n'y a pas de publicité dans les canaux. Mais en fait, ils se sont dit, ça servira aux créateurs à faire encore plus de contenu et ça aiderait les communautés à être encore présentes. Ouais, c'est un vrai cadeau, le canal. Et Adam Mosseri, moi, je l'aime bien aussi. Oui. Je pense que Mark Zuckerberg, c'est pas le meilleur pour gérer un réseau social parce que il est pas, fondamentalement, c'est pas un créateur. Il est pas social. Il est pas social. Il sait pas quoi poster. En fait, tu vois qu'il sait pas quoi poster sur ses réseaux, tu vois. Il cherche des trucs, mais il sait pas quoi poster. Et alors que Mosseri, c'est l'Instagrammeur de base, tu vois. Il a un look d'Instagrammeur avec ses petites lunettes et tout. Alors, c'est vraiment l'Instagrammeur de base. Et Instagram, c'est vraiment à son image. C'est propre, c'est clean, c'est tourné comme tu dis, vers les créateurs. Et je pense que c'est le meilleur atout qu'ils ont chez Meta. À mon avis, c'est lui. Et il est vachement à l'écoute. En plus, c'est le seul CEO que tu vois faire ça. Genre, il fait des Q&A en story, il répond aux questions des gens, il met en avant des créateurs toutes les semaines. Enfin, il est vraiment engagé dans ce processus-là. Il est consommateur de son produit, quoi, mais un gros consommateur de son produit. Paul, ce serait quoi, toi, la seule plateforme sur laquelle tu postes? Je pourrais pas répondre autre chose qu'Instagram, ouais, aussi. Ouais. La quasi-totalité de mon activité, c'est Instagram aujourd'hui. Ouais. Donc, ouais, Instagram pour tout ce qu'a déjà dit Théo. Moi, mes sources de revenus, c'est aussi, en grande majorité, les partenariats avec les marques. Et Instagram aussi, de ce point de vue-là, est plus intéressant que TikTok, par exemple. Instagram a plus de valeur aux yeux des marques que TikTok. Pourquoi ? Parce que l'audience est plus engagée, plus qualifiée, et aussi c'est beaucoup moins risqué de signer un créateur sur Instagram parce que les vues sont beaucoup plus stables, l'engagement, la portée est beaucoup plus stable que sur TikTok où quelqu'un qui a 1 million d'abonnés peut faire 1000 vues. Donc donc du coup les marques s'aventurent quand même moins sur TikTok. Et même en tant que créateur, c'est comme l'a dit Théo, très plaisant de créer là-dessus. T'as souvent des nouvelles fonctionnalités qui nous aident à engager avec l'audience. Elliot, tu rejoins la vie populaire ou pas ? Non, du tout. J'aime pas du tout Instagram, moi. Yes. Vas-y, balance. Non, en vrai, je sais pas, j'ai pas l'implication Instagram, je suis pas sur Instagram, je m'en fous un peu. Non, moi, si je créais des contenus sur une seule plateforme, ce serait vraiment mon blog. Parce que, ce serait vraiment créer ma petite maison sur Internet, quoi. Je mettrais toutes mes idées, toutes mes perspectives, toutes mes formations, toutes mes vidéos même. Enfin, tu vois, je ferais tout sur mon blog. Ce serait vraiment une petite maison. Je passerais du temps à le perfectionner chaque jour. Et puis voilà, quoi. T'as pas besoin de plus quand t'as un blog comme ça qui fait un peu de SEO, un peu de machin, un peu de trucs. En vrai, tu vends du coaching, 500 € de l'heure, t'en fais 2 dans le mois. C'est bon. Enfin, en vrai, voilà. Je pense que moi, le blog, ça me correspond bien. Moi, je pense qu'Eliot, je te rejoindrai dans le sens où moi, je choisirais l'email parce que c'est le truc le plus stable. C'est le canal, en fait, de contenu parce que ça a toujours été un canal de contenu le plus stable depuis la naissance d'Internet. Ça change pas et donc, ça a moins de chances de se crasher. Voilà. Parce que c'est ancré dans les habitudes des gens depuis trop longtemps. C'est aussi la plateforme qui vend le plus, avec laquelle on a le meilleur taux d'engagement. Et c'est une plateforme sur laquelle on est moins en concurrence avec les autres créateurs parce qu'il n'y a pas d'algorithme. Et donc, pas de changement d'algorithme. Mais c'est une plateforme sur laquelle on peut pas faire d'acquisition. Et donc, ça doit forcément se coupler avec une stratégie d'acquisition. Mais il y a des stratégies d'acquisition internes aux emails. Des stratégies, par exemple, de parrainage, où tu fais gagner des lots à des gens qui partagent ta liste email. Par exemple, tu as une grosse liste email qui s'appelle Morning Brew, qui a des millions d'abonnés. C'est des Américains qui font ça. Et leur stratégie d'acquisition, c'est de payer des sites, par exemple Business Insider, pour mettre des petits formulaires de capture en bas de tous les articles. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent leurs inscrits et ils rentrent carrément dans leurs frais parce que dans chacun de leurs newsletters, déjà c'est une newsletter quotidienne, et dans chacun des numéros, il y a de l'affiliation, il y a leurs propres produits qu'ils vendent, il y a un programme de parrainage aussi. Et ça marche très bien. Ils ont réussi en fait à créer un environnement social et un business énorme qui est évalué à, je crois, plusieurs dizaines de millions, seulement avec de l'email, quoi.
C'est clair. Et même à plus petite échelle, il y a JCK, Jean-Charles Kurdali, dans la tête d'un philopreneur. Au final, ça fait 5 ans qu'il fait une newsletter hebdomadaire, mais c'est que du bouche à oreille. C'est un délire, ce gars. C'est genre, il y a aucune autre source d'acquisition. Il a genre, 8-9 000 personnes actuellement. C'est ouf. Je l'embrasse, j'ai pris un déjeuner avec lui hier. Très sympa. Ah. Félix, tu veux ajouter quelque chose ou pas là-dessus? Toi, je pense que tu choisirais Insta aussi. Moi j'ai choisi Insta là, mais je débute, mais parce que c'est moins impressionnant que YouTube. C'est moins impressionnant que YouTube. Le format long. Il faut avoir un format long. Je pense que si tu veux créer un lien avec ton audience, tu dois avoir un format long quelque part. Mais ce format long n'a pas besoin, si tu veux, d'être autosuffisant en termes d'acquisition. Je m'explique. Tu vois, t'as pas besoin de créer du format long pour faire de l'acquisition, parce que c'est très dur de faire l'acquisition avec du format long. T'as la stratégie de SEO d'Elliott, mais ça prend du temps, c'est quand même risqué, c'est beaucoup de travail. Pour moi, la meilleure approche, c'est tu fais ce qui marche pour faire de l'acquisition, typiquement format court sur Insta ou sur TikTok. Et à côté, le format long, c'est plus pour créer le lien. C'est ce qu'on est en train de faire là. Et c'est la stratégie que moi j'applique depuis longtemps et qui marche plutôt bien, qui a très très bien marché, notamment l'année dernière où j'ai eu le plus gros de mon acquisition via Instagram, mais où j'ai fait aussi des formats longs et c'est comme ça que j'ai converti. Qu'est-ce que vous faites maintenant si on vous retire cette plateforme? Genre Théo et Paul, vous avez plus accès à Instagram demain. Elliott, on te bannit ton blog et tu peux pas créer un autre blog. Et Félix, pareil, plus d'Insta. Qu'est-ce que vous faites? Franchement, je crée ma secte. Mais voilà. Ça y est. Et je reviens. Tu cherches là. Tu cherches tes ennuis. Là. En gros, tu fais du bouche à oreille, quoi. Tu retournes dans le monde réel, en fait, Elliott. Sans Internet, quoi. Franchement, si j'ai plus de site, mais si plus de site, c'est-à-dire plus de formation, plus rien, c'est compliqué, il y a plus de revenus, quoi. Non, peut-être YouTube, hein. Franchement, je fais du YouTube, ouais. Mais je pense qu'il y a un truc à faire sur le côté revenir dans le réel. Parce qu'on a tellement appris à connecter avec les gens rapidement avec du contenu. On sait faire des discours, on sait faire des conférences quand on fait des vidéos, au final. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire dans le réel si on enlève les réseaux. Parce que si on m'enlève Instagram, je pourrais dire j'irai sur TikTok, mais ça reviendrait quasiment au même, enfin un peu différent, ça prendrait plus de temps, mais ça serait finalement le même travail. Mais si on m'enlevait les réseaux pour continuer à réussir autrement, je pense qu'il y a un truc à faire dans le réel et peut-être ensuite avec une newsletter ou une inscription quelque part, mais des événements dans le réel avec des sortes de clubs ou quelque chose avec des conférences où les gens s'entraident, un peu masterclass. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire de réel? Vous savez que tout ce qu'on fait sur Internet, ça existait avant. Les contenus longs, c'était des bouquins. Les formations, c'était des cassettes vidéo qu'on pouvait acheter les emails, la newsletter, c'était des courriers. D'ailleurs, c'est comme ça que le copywriting a été inventé. C'est par des mecs qui envoyaient des courriers de vente. Dans les courriers de vente, ils vendaient des formations par cassette. Il fallait mettre son nom, son adresse et un chèque. On t'envoyait la formation par cassette. Et en fait, il y avait tout un business pré-internet aussi autour de la formation et autour de la création de contenu. J'ai lu des vieilles BD de Donald qui datent des années 50. Et à cette époque-là, t'as Donald qui lit des bouquins de développement personnel qu'il a acheté par correspondance, quoi. Et je me dis, putain, mais c'est la même chose, en fait. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait nous, quoi. Sauf que il y a une plus grosse barrière à l'entrée, bien sûr. Non, j'allais dire, mais même le B2B, au final, si tu veux réussir en B2B, juste tu t'imposes le plus possible en physique, tu prends ta voiture tous les jours, 4 fois par jour, tu vas voir les gens, tu les appelles tous les jours, tu te rappelles de tout, leur fils, leur chien, leur machin. Enfin, en vrai, et c'est hyper simple le B2B, quoi. Enfin, vraiment. Est-ce que c'est pas, moi je trouve que c'est difficile. Moi, je me suis lancé sur Internet parce que c'est plus facile. Le monde virtuel est pour moi plus facile à appréhender que le monde réel avec les vrais gens. Et je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'on est nombreux à utiliser Internet parce que justement, c'est plus facile de créer un contenu que d'aller parler à quelqu'un. Et est-ce que justement, ça commence pas à devenir les gens qui sont à l'aise dans le monde réel pour connecter, pour créer des trucs, des connexions? Est-ce que ça devient pas justement un avantage compétitif par rapport aux gens qui sont bloqués sur Internet? Ouais, je pense, hein. Je pense aussi. Mais toi, t'as commencé à 17 ans. Tu vois, à 17 ans, t'aurais peut-être pas eu, et moi non plus, clairement, la confiance d'aller vers du monde réel et d'aller te défendre un petit peu face aux gens en face à face. Ils te voient, toi, à 17 ans, parler à un gars de 35 et lui donner des conseils, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, si on t'enlevait, par exemple, YouTube et que tu faisais une conférence, tout le monde t'écouterait, tu vois. Donc, je pense parce que je me suis fait connaître via Internet, tu vois. Internet était finalement une plateforme.
Ouais, mais je pense aussi que ça te donne une confiance que tu pourras réutiliser dans le monde réel aussi, tu vois. Et je pense que c'est le plus puissant, je pense vraiment que c'est le côté monde réel. Je pense que même on voit des entrepreneurs américains qui parlent de comment ils sont devenus millionnaires en vendant des voitures au porte-à-porte, tout ce genre de choses. Je pense qu'il y a vraiment le plus puissant niveau vente, c'est du face-à-face où tu parles à quelqu'un et tu sais le convaincre. Ouais, mais personne n'est devenu millionnaire en faisant du porte-à-porte. C'est le truc que les mecs te racontent en expliquant comment ils se sont lancés. Mais ils sont devenus millionnaires en vendant leurs vidéos pour devenir millionnaires. Enfin, tu sais bien. Ouais, mais Antoine, aujourd'hui, tu fais de la vente au téléphone, ça fonctionne très bien, tu vois, c'est le nouveau porte-à-porte. Moi, je trouve ça très difficile. Pour moi, c'est hyper facile de te faire un mail de vente qui va générer des centaines de ventes. Par contre, tu me dis, appelle quelqu'un et vends-lui une formation à 1000 balles ou vends-lui un accompagnement, un coaching. Très, très, très compliqué pour moi. C'est deux compétences qui sont différentes. Ça s'apprend, mais c'est deux compétences qui sont différentes. Si tu passais sur un modèle de formation beaucoup plus cher, avec aussi de l'accompagnement, etc., un pôle vente, c'est pas toi qui fais les appels, tu vois, c'est hyper important, un pôle vente pour ce type de business. Et si tu regardes les business américains, tu vois, de vente de formation, il y a de la vente au téléphone, quoi. Et, mais moi, même en tant que client, ça fonctionne très bien. Je déteste ça. Je déteste qu'on essaie de me vendre un truc par téléphone. Et je déteste avoir à appeler quelqu'un pour faire ça. Enfin, moi, je suis la génération, tout est expliqué sur une page web et t'appuies sur un bouton si tu veux dire oui, quoi. Et je supporte pas quand dans le truc enfin voilà, dans le process, il fallait passer un coup de téléphone, prendre un rendez-vous, tu sais pas sur qui ça va tomber, tu sais pas ce qu'il va te dire. Ce type d'offre. T'es pas de client ce type d'offre. Tu te fais accompagner, tu dépenses quand même des tickets qui sont relativement élevés. Quand tu mets ces sommes-là pour te faire accompagner par quelqu'un, t'as besoin de parler à un humain. Honnêtement, moi non. Si j'achète demain une voiture, je sais pas, à 70 000 balles, s'il y a moyen d'aller sur YouTube pour voir les reviews et ensuite d'aller sur un site et d'appuyer sur un bouton, c'est le cas avec les Tesla par exemple, c'est parfait. Moi, je passe par là. Jamais, à aucun moment, j'ai envie de parler à quelqu'un. Parce que je sais que je vais être face à un vendeur qui va essayer d'utiliser des stratégies de vente, que je vais pas avoir le temps de réfléchir et que je vais pas être tranquillement chez moi pour pouvoir prendre la bonne décision. Et donc, moi, je suis d'une génération, je suis pas tout seul. Évidemment, il y a d'autres types de personnes, mais je pense qu'on est nombreux dans ma génération à préférer avoir les informations et prendre la décision seul plutôt qu'avoir quelqu'un qui nous aide à prendre la décision en face de nous et qui nous met la pression. Après, dans ton exemple, c'est quand même une voiture. Il y a pas un humain, tu te fais pas accompagner. Quand tu te fais accompagner par quelqu'un sur lequel avec qui tu vas t'engager pendant une période qui est assez longue, t'as besoin de sentir en termes de valeur, justement dans la vente, comment ils te vendent le truc, etc. Est-ce que c'est de la vente poussif, est-ce que c'est aligné avec tes valeurs? Tu prends pas ta décision durant l'appel, tu prends ta décision hors appel. Et c'est important, tu vois. Moi, je me suis fait accompagner sur par exemple sur le recrutement, sur le management. Si j'avais pas discuté avec la personne avant, j'aurais pas lâché les sommes que j'ai lâchées, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai un pote qui est avec moi là, qui m'inspire de ouf. Il a un business hyper minimaliste. Ça s'appelle la pacification alimentaire. En gros, il aide les gens à pacifier leur relation avec la nourriture, au corps et tout. Et du coup, il fait juste des vidéos sur YouTube, des petites interviews, des trucs, des machins. Et son tunnel de vente, c'est simple, c'est juste un lien unique partout, appel à l'action unique prenez un appel avec moi de 30 minutes, quoi. Et en fait, moi, pour avoir vu certains de ces appels, c'est magique ce qui se passe dedans, tu vois. C'est genre, il comprend le problème de la personne lui explique son histoire, lui, il lui fait identifier le mécanisme sous-jacent en elle qui lui fait ne pas être pacifié. Et en fait, c'est déjà le début de la transformation. Et à la fin, du coup, ils vont un ticket à 2000, 3000, etc. euros. Donc, tu vois, il fait 3 calls dans le mois, il est très très bien. Enfin, il est sûr que la personne va suivre son programme, il est sûr qu'en fait, il y a déjà 80% de la transformation qui est fait. Et c'est trop beau comme business, quoi. Je trouve ça vraiment, limite Instagram vers call de vente, c'est bien. C'est un business de virtuose. C'est comme t'es un virtuose de la musique. Bon, tu vas performer dans des salles. Mais c'est pas un business scalable. Il pourra pas, à moins d'embaucher des gens pour faire les appels, il pourra pas. Bien sûr que c'est scalable. Alors là, t'es pas sur l'infoproduit, mais t'es sur le coaching, t'es sur l'accompagnement. Comment tu scales un business d'accompagnement? Au départ, tu fais du coaching individuel. Après, tu fais du coaching de groupe. Après, tu commences à engager des sales, tu fais de la publicité, etc. Et tu fais grossir. Ouais, mais c'est plus le même métier. C'est-à-dire que ta compétence de base, t'es pas obligé de scaler. Ta compétence de base, oui, mais ça, on est d'accord. Ça, on est tout à fait d'accord. Ta compétence, c'est le coaching. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais te donner mon point de vue, c'est que
Si ta compétence de base, c'est d'écrire des emails de vente et que tu es un virtuose là-dedans, tu n'as aucune limite. C'est-à-dire que tu peux écrire des emails de vente, les envoyer à 1 million de personnes et faire 10 millions d'euros en 3 jours. Si ta compétence de virtuose, c'est d'appeler des gens au téléphone et de leur vendre des produits à 3 000 euros, tu as une limite qui est que la limite, c'est ton temps. Et donc, tu pourras faire des très, très gros chiffres à la fin du mois si tu travailles plus et si tu vends plus cher, mais tu pourras jamais faire 10 millions d'euros en 3 jours. Sans embaucher. Et quand t'embauches, c'est un autre métier. C'est-à-dire que tu exerces plus ta compétence de base. Mais tu vois, quand ta compétence, c'est les sales. Alors déjà là, on parlait quand même la compétence et le coaching avant de devenir sales. Mais si ta compétence, c'est les sales, bah tu vois, aux US, c'est qui le type de profil? Bah tu vois, par exemple Grant Cardone, Alex Hormozy, etc. C'est leur compétence, c'est les sales. Quand t'es un bon sales, t'es bon aussi pour comment dire, engager. Je parle de motiver des sales. Et en fait, tu deviens un espèce de speaker, motivation, etc. Allez les gars, etc. T'as de la team, c'est le Wall Street, tu vois. et c'est la suite logique quand t'es un sales. Tu kiffes avoir d'autres sales autour de toi et de les challenger, etc. Ok, ça se tient. Moi, je peux vous donner l'exemple concret de mon pote. Ce qu'il fait maintenant, c'est que du coup, il enregistre ses appels de vente, là, où il prend le cas des gens et il leur fait comprendre le mécanisme, ils pleurent, blablabla, ils achètent. Il enregistre ça sous forme de podcast et tout. Donc, les gens voient la transformation des autres sous leurs yeux. Et ensuite, du coup, c'est le même appel à l'action à la fin avec le même lien d'achat, quoi. Et après, il a créé un petit produit moins cher avec une formation qui est asynchrone, quoi. Du coup, au final, il peut scale de cette manière-là en gardant ce truc de virtuose. Mais bon, après, il y a plein de modèles, quoi. Bien sûr, et on n'est pas obligé de scaler, comme tu l'as dit, Félix, en effet. Théo, tu veux nous parler de Bruno Le Maire un petit peu? Encore, c'est devenu vraiment T'as une anecdote partout. T'as une anecdote intéressante. La crème. Il a une anecdote très intéressante qui peut lancer, je pense, un débat très intéressant. Donc vas-y. Mais en fait, pourquoi Bruno Le Maire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a quelques mois, j'étais tombé sur une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Dans la sauce, qui parle un peu de sujets de société, de sujets politiques, et qui parlait de Bruno Le Maire. Le titre de la vidéo, c'est Bruno Le Maire a-t-il raté sa vie? Et toute la vidéo, c'est un peu la biographie de Bruno Le Maire. Donc sur la miniature, il y a marqué Bruno le nul avec un point d'interrogation. Avec sa grosse tête au milieu. Mais du coup, c'est pas le sujet le plus glamour. On s'imagine la vie de Bruno Le Maire, mais en fait, il raconte son parcours. Bruno Le Maire, c'est quand même un gars qui a commencé en étant qui avait déjà de l'argent. Il vient d'une famille bourgeoise, donc il avait déjà les bonnes bases pour réussir en société. Il rentre à Normal Sup, donc c'est hyper dur d'y rentrer. Même Macron a loupé 2 fois. Il rentre du premier coup. Il est dans le top des élèves. Il réussit tout. Il a l'agrégation de littérature. Il est passionné de littérature et il réussit tout ce qu'il entreprend là-dedans au final. Et à un moment, il se met à s'intéresser à la politique, mais sans grande passion. Il a jamais été militant. On l'a jamais vu faire de grands discours avec des idées à défendre. Il est allé à l'UMP à l'époque parce qu'il y avait une place qui se libérait, même pas parce qu'il était inscrit au départ. Et toute sa vie, il s'est retrouvé dans des postes même très haut placés. Maintenant, il est ministre de l'économie alors qu'il n'y connaît rien en économie, que ça l'intéresse pas, et qu'il fait même des interviews avec Victor Apchi. Il avait fait une vidéo avec Victor Apchi où dans sa vidéo, il montre un dessin de son fils en disant peut-être qu'un jour il sera artiste, le plus beau des métiers. Et tu sens dans ses yeux qu'il aurait rêvé d'être artiste, Bruno Le Maire. Et en fait, pendant son temps libre, il a même écrit 14 livres, je crois, 13 ou 14 romans depuis 2004. Donc pendant ses métiers de ministre, il écrivait à côté, il publiait des livres. Et la vidéo m'a vraiment fait un électrochoc de me dire on peut se retrouver dans un métier super bien vu, super bien placé, bien payé, même si c'est un métier de salariat, ministre, c'est quand même très bien payé. Et puis tu peux toujours en faire quelque chose après. Donc une réussite aux yeux de tout le monde et malgré tout avoir raté quelque chose parce que t'es passé à côté de ce que t'aimais et ce pourquoi t'étais fait, de ton talent de virtuose. Et moi, ça m'a bouleversé, cette vidéo, cette vie de Bruno Le Maire, ça m'a bouleversé. Et je me suis dit, je ne veux pas être Bruno Le Maire, je ne veux absolument pas être comme lui. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé un compte sur Insta secret à côté qui parle de littérature, parce que j'ai envie d'écrire des livres et de raconter des histoires aussi. Et que mon compte en anglais sur Instagram, je sais que ça sera temporaire et que je vais en faire autre chose, que ça deviendra quelque chose d'autre. Et que mon but, c'est d'aller poursuivre d'autres projets. Donc voilà, c'est le débat à lancer autour de Bruno Le Maire. Moi, j'ai été voir la vidéo après que tu m'en aies parlé là. J'ai été voir la vidéo. Alors déjà, faut préciser déjà que
le gars, c'est quand même un énorme gauchiste, communiste, machin, et vraiment, il est opposé en tout point aux idées de Bruno Le Maire. Ouais, voilà. Il est opposé en tout point. Faut quand même le préciser parce que ça influe, à mon avis, un peu son opinion. Et je suis pas totalement d'accord parce que, tu vois, il part du postulat que quelqu'un qui devrait on devrait laisser la politique aux militants. Il cite l'exemple de je sais plus qui a un gros énervé de la politique et dit lui, il devrait être ministre parce que il est militant, parce qu'il a des convictions. On devrait pas laisser la politique aux opportunistes qui peuvent changer de bord politique, etc. en fonction du vent qui tourne. Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que ce serait un enfer si tous les gens qui étaient ministres étaient militants. Et je pense que c'est bien d'avoir des gens qui sont ministres et qui sont aussi un peu artistes ou alors qui s'intéressent à ça, tu vois. Je trouve ça bien d'avoir des gens qui sont ministres et mathématiciens, par exemple, tu vois. Avoir des gens qui, justement, sont pas là forcément pour forcer leurs idées à tout le monde, mais qui sont là davantage pour exercer une expertise dans un domaine. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui relève dans la vidéo qui est un peu absurde, c'est que Bruno Le Maire était ministre de l'économie, il est peut-être toujours, je sais pas. Oui. Il a pas vraiment de formation en économie et que il a été catapulté là parce qu'il fallait le mettre quelque part, mais que c'est pas sa formation de base. Donc ça. Vous avez vu la déclaration de patrimoine de Bruno Le Maire, parce que c'est vraiment la teon. Le gars, il est ministre de l'économie, il a tout sur des livrets, pas investi en bourse, etc. dans l'économie, justement. C'est quand même la teon, quoi. Je sais même pas s'il a même pas de PEA ou un truc comme ça. Mais tu vois, mettez-le ministre de la culture. Mettez-le ministre de la culture, comme ça il va avoir quelques pièces de théâtre, il va kiffer, et il sera un peu plus épanoui. Mais l'empêchez pas d'être ministre si son goal c'est d'être ministre et qu'il a envie d'être ministre et qu'il y arrive surtout, et qu'il arrive à faire ce qu'il faut, à naviguer dans cette espèce d'environnement politique chelou pour réussir à avoir sa place, tu vois. Donc moi je pense pas qu'il faut forcément faire ce pourquoi on est destiné, mais je pense que c'est bien aussi de faire quelque chose où on a trouvé notre place, on peut être bon dedans, on peut avoir des résultats dedans, et même si on n'est pas prédestiné à ça, moi j'étais pas prédestiné à vendre des formations en marketing, ça c'est sûr, mais on peut être bon dedans, on peut devenir bon dedans, et quand on est bon dans quelque chose, on finit par le kiffer, et on finit par résoudre le problème du sens, tu vois, de la vie. Il faut avoir des résultats, il faut être bon là-dedans pour résoudre le problème du sens. Et je pense que un politicien qui aurait voulu être artiste, mais qui est un bon politicien, si tant est qu'il est un bon politicien, sera plus heureux et aura une vie qui a plus de sens que quelqu'un qui est passionné par l'art, mais qui arrive jamais à percer et qui est un artiste maudit toute sa vie. Je pense que c'est la loose totale, et je pense que ne pas réussir ce pourquoi on pense être destiné, c'est vraiment ça qui nous met au... Il vaut mieux faire autre chose, en fait, et réussir autre chose, même si ça s'éloigne un peu de notre objectif de base. Je sais pas si vous en pensez. Moi, je suis d'accord avec Théo. Je pense qu'il a d'une certaine manière un peu raté sa vie, parce que d'une certaine manière c'est l'affect bourgeois qui l'a emporté, c'est-à-dire que le gars vient de la bonne famille, donc a été habitué à certains conforts, niveau de vie toute sa vie, un confort financier, et du coup finalement poursuivre sa passion, c'était d'une certaine manière faire croix là-dessus, quoi. Et c'est le confort, c'est la mais peur. Attends, c'est pas confortable de faire de la politique, c'est l'horreur, c'est tout ça. Mais en termes de serait devenu médecin. Non, mais s'il avait voulu suivre son cursus bourgeois, il serait devenu médecin ou avocat. Il aurait pas fait de la politique, c'est la politique, c'est confortable, hein. C'est confortable. Regarde les retraites de députés. Non mais Non mais déjà c'est pas ce qui gagne le plus. Et ensuite, c'est confortable. C'est beaucoup de pression sur les épaules, le jugement des autres, tu vois, la vindicte populaire, t'es quand même très proche de ça, quoi. Quand t'es sûr que voilà, en faisant les bonnes études, tu t'arriveras à faire les bonnes études, etc., que t'arriveras à être placé, etc., c'est quand même confortable. Ouais. Et tu vois, je parlais de la déclaration de patrimoine et le côté mettre tout sur des livrets, etc. Tu vois que c'est quand même quelqu'un qui est la sécurité, c'est important, machin. Et voilà. En termes d'affect, c'est un affect de renfermement, tu vois. C'est quand même un truc. C'est ça. Pour moi, il a totalement raté sa vie. Oui. Il a totalement raté sa vie parce qu'il a jamais osé prendre de risques, en fait. C'est-à-dire qu'il a toujours suivi le chemin le plus simple, le chemin que ses parents lui conseillaient, je pense. Et à aucun moment il s'est dit je vais tout arrêter pour tenter autre chose, pour tenter ce qui me plaît vraiment. Et en fait, quand tu regardes son parcours, c'est vraiment une ligne droite. Et il était bon à l'école, donc il a continué. Et il a fini en politique un peu
automatiquement comme ça. Ouais. Mais et c'était facile pour lui d'être en politique. Il faut faire ce qui est facile. Il faut faire ce dans quoi on est bon. Il faut faire ce dans quoi on excelle. Enfin, c'est comme gagner de l'argent, tu vois. Tu discutes parfois avec des gens. J'en discutais avec Jean-Charles justement hier, et il y a des gens, ils savent gagner de l'argent, ils savent le faire, mais ils le font pas parce que il y a d'autres trucs qui m'intéressent un peu plus que ça et tout. Mais il y a tellement de gens qui essayent de gagner de l'argent, qui rêvent de ça, qui font tout, qui galèrent, qui y arrivent pas, que moi j'estime que tu as une sorte de devoir moral vis-à-vis des autres et vis-à-vis de toi-même. Quand tu sais gagner de l'argent, il faut en gagner, quoi. C'est quelque chose qui est trop précieux, que les gens ont trop envie pour ne pas saisir en fait cette opportunité-là. Et si t'es bon dedans, tu vas kiffer en fait. Même si c'est pas ce pourquoi t'étais destiné de base. Si t'es bon dedans, si t'arrives à devenir vraiment bon dedans, c'est là en fait qu'il est le kiff. Et je pense je pense que Bruno Le Maire, j'en sais rien, tu vois, mais je sais pas, Bruno Le Maire, il a fait ce dans quoi il était bon et ce qui était le peut-être facile pour lui parce que justement il excellait là-dedans, parce qu'il avait les bonnes conditions, parce que pour lui c'était une évidence, etc. Et du coup il y a quelque chose d'un peu naturel, il a coulé comme l'eau. Et pourquoi aller contre le courant en fait quand on peut glisser avec l'eau et aller plus loin, quoi? Il aurait peut-être complètement échoué en fait en tant qu'artiste, parce que là tu pars du postulat qu'en tant qu'artiste il aurait réussi, possible. Mais il aurait peut-être été juste un nulos que personne connaît pendant toute sa vie, quoi. Est-ce qu'il vaut pas mieux être Bruno Le Maire au final? Mais tu vois, je suis assez d'accord sur le devoir un peu quand on a un talent d'aller le poursuivre. Il y a tellement de gens que je connais qui sont des excellents chanteurs, qui font de la musique et qui n'en font rien. Et je me dis mais c'est tellement dommage de rien faire de ça. Même faites des TikTok, faites quelque chose, postez-le sur Internet. Ouais. Peut-être que ça va vous amener quelque part, mais vous devez utiliser ce talent. Et tu pars du postulat que Bruno Le Maire a un talent dans la politique. Je pense pas que ça soit un bon politicien, c'est plus un bon bureaucrate, c'est quelqu'un qui sait bien se placer là-dedans. Bah donc c'est un bon politicien. C'est ça peut-être ça la politique au final, ouais. Peut-être que c'est ça la politique au final. Mais c'est pas quelqu'un qui a réussi à rassembler. Ce qu'on imagine d'un politicien. Ou quelqu'un qui a réussi à construire un manifeste ou des idées, qui a rassemblé, qui a monté un parti. Mais il est pas président, il est ministre. Ouais. Donc heureusement que tous les ministres sont pas des présidentiables, tu vois. Parce que si c'était président, je pense que j'aurais un avis complètement différent. Ouais. Mais le fait qu'il soit ministre fait que en fait, t'en as quand même pas mal des ministres, et c'est bien d'avoir des mecs qui ont pas forcément des instincts de leader absolu, sinon tu te retrouves avec une guerre en fait, et c'est compliqué, quoi. Après, je dis pas que c'est un bon ministre, tu vois, ça c'est différent, mais je pense que c'est un bon politicien. Mais il y a un truc où il était virtuose, il est pas allé jusqu'au bout, pour le coup, du coup, là, il a pas suivi ce devoir un peu d'aller au bout de ses talents. C'est qu'il était virtuose dans le monde académique. Il a fait, on dirait vraiment que je connais par cœur sa biographie, mais presque. T'as lu son Wikipédia. J'ai lu ses livres, non, c'est faux. Ses livres n'ont pas l'air très bien en plus, donc il serait peut-être pas devenu un grand auteur, mais il serait peut-être devenu un excellent chercheur ou un grand professeur d'université, parce qu'il était, mais extraordinaire là-dedans. Les gens qui l'ont connu disaient qu'il était brillant, et à Normal Sup, il était dans les meilleurs élèves, il était major de promo à chaque fois, et ensuite, quand il s'est mis à la politique, il est allé à Sciences Po et à l'ENA. À Sciences Po, il a fait ça presque en vacances, et l'ENA, il était, je crois, 26e, mais c'est parce qu'il disait qu'il n'allait presque plus au cours. En fait, c'était vraiment facile pour lui, du coup, il s'en foutait. Donc, le monde politique, c'était le monde vraiment facile, c'était même pas son monde de talent au final où il excellait le plus. Il leur apportait une valeur plus visible dans la société, quoi. Elliot, tu voulais ajouter quelque chose? Pas du tout, surtout pas. T'as des sujets interdits ou juste ça t'inspire rien? Non, j'ai pas de sujet interdit. Je pense que mon avis est pas pertinent, quoi. Je pense. Ok, vas-y, c'est bon, je me lance. Allez, balance. Ça sert à ça, les blancs. Vas-y. C'est d'ailleurs vraiment t'as un rôle de chef d'orchestre incroyablement bien exécuté. Félicitations Antoine, Monsieur BM. Moi, mon avis, c'est si t'enlèves toute croyance collective, l'argent, la société, le fait qu'il faut avoir un métier pour vivre, que vraiment tu comme si on reconstruisait une société de zéro et qu'il y avait plus de langage même. Oui, Bruno Marion, probablement ça sauve sa mission d'incarnation. Bruno Le Maire, plutôt, ça aurait été j'en ai rien à foutre de ce sujet, en fait. Je sais pas pourquoi je parle. Non, mais probablement ça aurait été de faire l'art, quoi. Enfin, comme plus ou moins tout le monde, quoi. Il aurait trouvé un message, sa mission, un médium, un peu à l'image d'un geyser, la source et puis voilà, il l'aurait fait. Maintenant, je pense que c'est au fond quelqu'un qui a une psychologie intérieure compliquée, peut-être un attachement insécure, peut-être un problème au niveau de sa construction de son ego qui fait que il a jamais eu la force de s'écouter, d'aller à l'intérieur, et il a toujours fait des choix par défaut, comme vous l'avez dit, quoi.
Maintenant, je pense pas qu'il ait raté sa vie. Je pense qu'il est, voilà, peut-être qu'un jour il aura une révélation, il se rendra compte. Peut-être qu'il est très heureux comme ça. Hein. Ouais, peut-être qu'il est très heureux comme ça. On a un rapport avec les politiciens, on vient du public, nous. Donc on se dit, oh, ils sont détestés, ça doit être dur. Mais eux, de leur côté, leur journée se ressemble. S'ils sont pas trop sur les réseaux ou qu'ils ont des secrétaires qui s'en occupent, en fait, ils ne voient pas les avis des gens. Ils entendent que, il y a sur BFM quelqu'un qui les a critiqués, mais ils s'en fichent. Et autour d'eux, ils ont souvent des gens qui sont de leur côté. Donc, il y a un certain confort. S'ils sont bien entourés et qu'ils sont pas trop sensibles à la critique, je pense que ça va. Oui. Et peut-être qu'il est très heureux comme ça, Bruno Le Maire. Et après, c'est Bruno Le Maire, tu vois, c'est pas Macron. Donc la critique, il y a quand même, tu vois, c'est pas non plus. Après son livre, il est noté 3,2 sur Amazon. Moi, perso, j'ai ça, je saute d'un tour. Hein. C'est dur. Mais on parlait, en fait, cette vidéo-là dont je parlais sur Bruno Le Maire, je pense que le plus intéressant à prendre, c'est pas vraiment la vie de Bruno Le Maire en tant que tel, mais c'est ce questionnement qu'on peut avoir de cette quête de sens on a peut-être réussi d'un coup enfin à percer sur un projet ou dans un domaine où il y a de l'argent qui vient, on peut en vivre, mais faut pas se reposer sur nos lauriers parce que est-ce que ça nous plaît vraiment? Est-ce qu'on va pas finir sur un burn-out de se dire mais en fait ça me plaît pas? Est-ce qu'on a souvent l'image des salariés qui font un burn-out, qui se disent je kiffe tout, je pars à Bali, je monte une entreprise en ligne ou je pars élever des chèvres dans la Creuse et faire quelque chose comme ça. Mais en fait, on a de plus en plus aujourd'hui des entrepreneurs qui avaient un gros business, qui bossaient dans des trucs très financiers ou qui faisaient beaucoup d'argent et qui du jour au lendemain se barrent ailleurs, montent complètement autre chose. Et je pense qu'il faut toujours avoir en Aveyron, dans une tiny house. Voilà. Mais je pense que c'est toujours un truc à garder en tête, se dire est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je fais vraiment le travail que je voulais? Je pense que quand on est entrepreneur et qu'en plus qu'on est vraiment libre de ce qu'on fait, on peut se retrouver enfermé dans des automatismes. On peut se retrouver par exemple, l'idée des coachs qui étaient vraiment virtuoses dans le coaching et qui se retrouvent avec une énorme entreprise scalée à se dire mais en fait ils aiment plus faire ça. Et ils voudraient juste avoir quelques étudiants en coaching, il fallait pas scaler au final. Ouais. Tous les progrès sont pas forcément les bons à prendre. On finit par faire d'autres métiers qui n'étaient pas ceux qu'on cherchait au départ. Après, je trouve qu'aujourd'hui, on a plus un problème de se poser trop de questions par rapport à ce qu'on est censé faire et quelle est notre vraie vocation, etc. Plutôt que juste faire ce qu'on fait et kiffer et trouver un moyen de kiffer. Et je pense que quand même, dans beaucoup de métiers, en changeant quelques paramètres, il y a moyen de kiffer. Si on est bon dedans et qu'on fait en sorte que ce soit adapté à notre personnalité, on peut kiffer sans forcément avoir besoin de vouloir se réinventer, de vouloir sans arrêt changer de format, etc. Mais c'est sûr que il faut s'explorer et bon, vous êtes jeunes, hein, les petits genoux là, je vous comprends. Bon, on invitera Bruno Le Maire dans Yum, on verra s'il vient. Comme ça, on lui demandera son avis à la source. Après ça. Mais non, c'est comme Lena Situation. Ils finiront par venir. Bruno Le Maire, Lena Situation, il y a une place pour eux, une place à l'année, on les attend. Je suis certain que Bruno Le Maire pourrait venir, j'en suis sûr. Bah attends, il est venu chez Victor Rapchi, il va venir chez nous maintenant là. Ouais. Bah ouais. J'en suis certain. Par contre, s'il vous plaît, faites-le parler de placement financier et mettez-le face à Félix. Vraiment, en face à face, s'il vous plaît. On va mettre Théo et Félix. J'ai pas mal clashé là. On va créer une équipe de choc. Ça va être pire que sur BFM TV. Là, on va les mettre face à Théo et Félix. Ça va être la pire interview de sa vie. Il va s'en vouloir. Il va jamais revenir. Bon, on va terminer par les coups de cœur, si vous voulez bien. Si vous voulez, je commence. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir si vous l'avez pas préparé. Mon coup de cœur, c'est une interview d'Ali Abdaal. Je sais pas si vous connaissez Ali Abdaal. Si vous connaissez tous forcément dans la productivité. C'est un créateur de contenu british qui parle de productivité. Ça fait quoi, peut-être 5 ans qu'il est là. Il a une audience énorme, des millions d'abonnés sur YouTube et il vend de la formation. Et ce que j'adore avec ce type-là, c'est que il se prend pas trop la tête dans le sens où il essaye pas d'être un artiste. Lui, non, je plaisante. Il essaye pas d'être un artiste. En fait, il explique dans l'interview que justement, il se voit pas comme un créateur, mais qu'il se voit comme un enseignant. Et donc que son boulot numéro 1, c'est d'enseigner et que ça lui permet d'avoir beaucoup moins de pression sur les épaules. Et donc quand il fait, c'est une interview qui a été réalisée par Colin and Samir. C'est une chaîne YouTube qui interviewe comme ça des YouTubeurs et des gens importants dans la creator economy. Et il explique, il donne vraiment, il y a des pépites dans l'interview. Déjà, il est extrêmement transparent sur ses revenus. 5 millions de dollars par an, ce qui est quand même pas rien. Il a 18 personnes dans son équipe. Et il est transparent aussi sur ses méthodes. Il y a quelques trucs comme ça qui m'ont vraiment marqué. Par exemple, il dit tout est une liste.
toutes les vidéos, tous les contenus, tout est une liste. Et quand tu vois les choses comme ça, en fait, tu te poses beaucoup moins de questions quand tu prépares un contenu. Tu fais simplement une liste et t'en fais un contenu. Et c'est une façon de voir les choses qui permet de tout simplifier. Et il y a plein de petites méthodes comme ça ou de petits hacks qu'ils utilisent en interne et qui sont très précieux. Et j'invite à aller écouter cette interview parce que j'ai pris beaucoup de notes. Si vous êtes entrepreneur et notamment que vous essayez de construire une entreprise autour de vos formations, autour de vos contenus et que vous essayez de croître un petit peu et d'embaucher, c'est de l'or en barre. Enfin, au moins toi Félix, faut que tu la regardes. Je suis sûr que ça va t'intéresser, Elliot aussi d'ailleurs. Et puis les petits genoux, vous aurez tout le temps de vous y intéresser. Non, faut que j'arrête avec ça. Paul, c'est quoi ton coup de cœur? Mon coup de cœur, moi récemment j'ai vu un film qui parlait justement d'intuition, et là comme on parlait de Bruno Le Maire, je trouve que c'est le bon moment pour en parler. Le film R, qui raconte l'histoire entre Michael Jordan et Nike, comment Nike a repéré Michael Jordan et ce contrat-là en fait a permis à la marque d'exploser à un moment où ils étaient en difficulté. C'était Converse, la marque à la mode dans le basket. Et en fait, c'est grâce à l'intuition justement d'un seul gars, un employé de chez Nike qui était au pôle basketball, totalement délaissé puisqu'en fait, il faisait pas du tout d'argent avec. Et il a trouvé justement, cet employé-là a trouvé Michael Jordan, un jeune joueur de 17 ans à l'époque, et il avait encore rien prouvé, mais il sentait en ce joueur l'âme d'un futur grand. Et il s'est démené en interne pour que son patron justement accepte de le signer et de placer tout l'argent de l'entreprise dans le contrat pour Michael Jordan. Et en fait, ce film-là suit cette histoire passionnante que je connaissais pas. Et on voit en fait dans ce film l'importance parfois de suivre son intuition et de ne pas constamment regarder les chiffres, de calculer les tendances, les courbes, d'essayer de prédire un petit peu comme ça avec ce qui s'est déjà passé, mais juste de croire en ce que tu ressens, en ton intuition, et ça peut mener vers quelque chose de grand. Et sans intuition, aujourd'hui, Nike, ce serait pas Nike en fait, ça serait vraiment une petite marque de claquettes ou de running, mais ce serait pas du tout ce qui est devenu Nike aujourd'hui. Et du coup, je conseille vraiment ce film à tous les créateurs, à tous ceux qui ont un business et qui parfois se posent trop de questions. Parfois, en fait, il suffit juste de suivre son intuition, de s'écouter et de pas tout calculer constamment et de pas constamment se baser sur des chiffres, mais juste sur ce que tu ressens. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce film, je vous recommande. Il est sur Prime Video, je crois. Merci Paul. Félix, c'est quoi ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, c'est une idée que j'ai eue en écoutant Xavier Niel et de voir comment il s'entourait autour de lui dans la gestion de ses entreprises, etc. Voir les profils aussi qu'il sélectionnait. Et ce que j'en ai tiré, c'est l'idée de prendre un gérant dans ma boîte. Alors que justement mon boulot c'est la gestion administrative, mais voilà, le dernier rempart c'était vraiment signer les documents et finalement prendre la responsabilité aussi légale, etc. Et donc là j'ai embauché un gérant pour moi et j'ai vu que ça débloquait énormément de choses. La première c'est que avant j'avais assez peur finalement de grossir par le fait de s'associer, parce que tout de suite c'était ça créer des nouvelles sociétés, les gérer, c'est de la charge en plus. Aujourd'hui finalement de passer de 3 à 25 sociétés, en fait ça va pas me demander plus de travail, et donc c'est cool parce que ça permet de vraiment penser différemment le business. Par exemple, là on fait de l'immobilier ici en Roumanie, je suis en train de tester un architecte, le challenger, etc. Je sais que au fur et à mesure des projets, plus on progresse dans la collaboration, plus je sens que il devient bon, qu'il comprend les besoins, etc. En fait, je peux directement l'intéresser aux résultats des projets qu'on fait, en créant une société, etc. Et d'avoir un projet qui est complètement porté sans que je sois dedans, parce que j'ai pu miser sur finalement une personne. Et le rempart que j'avais, c'était cette gestion administrative. Et aujourd'hui, je sais que je peux 25, 100 sociétés, ça sera pas un problème. Et donc voilà.
Super. Xavier Niel, c'est Xavier Niel. Voilà, c'était une interview où on le voit avec, alors les questions, on lui pose des questions nulles, mais ça c'est toujours le principe. Quand les gens dégagent une aura, les gens leur posent des questions pour essayer de se faire mousser et pas pour rendre du contenu intéressant. Mais derrière les lignes, j'essaierai de trouver le lien, etc. On voit un peu derrière ce qui cherche chez les gens dans le fait justement de s'entourer et sur le fait de miser sur des personnes, voilà, et c'est hyper intéressant. Ok, on mettra le lien dans la fiche récap. Elliot, c'est quoi ton coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, c'est une personne qui s'appelle Stanislav Grof. Il est assez ouf. C'est un psychiatre à la base qui a fait énormément de recherches sur les états modifiés de conscience avec le LSD, avec une méthode qu'il a inventée qui s'appelle la respiration holotropique, enfin qu'il a inventée avec sa femme qui était prof de yoga et tout. Et son livre, je trouve qu'il traduit le mieux sa pensée, c'est The Cosmic Game. Et c'est absolument génial. Et je vais juste vous dire le petit teaser du début pour que vous donnez envie, si vous avez envie. Il commence en disant, en fait, en Occident, on a tendance à se dire, ok, les gens qui parlent de spiritualité, d'illumination, d'éveil spirituel, ils sont perchés, quoi. En gros, ils croient en des croyances, des valeurs, mais c'est rien de plus. C'est une religion, voilà. Et en fait, lui, il dit, en fait, non. Clairement, toute cette philosophie du bouddhisme, par exemple, c'est la plus grande expérience scientifique à large échelle jamais menée. C'est des gens qui, on leur a dit, en gros, il y a un mécanisme pour atteindre l'illumination, c'est méditer avec telle méthode, de telle manière, et tu vas probablement voir ça, et à la fin, voilà l'état à quoi ressemble l'illumination. Ils ont essayé, ils se sont dit, ok, je le fais, empiriquement, tous les jours, ils se sont assis, 1 heure le matin, 1 heure le soir, ils ont médité, vipassana, et ils ont tous témoigné de ressentir la même chose, d'avoir des douleurs qui parcourent le corps, qui se libèrent, des souvenirs associés. Quand ils ont traité tous leurs traumas de la vie actuelle, ils traitent des traumas des vies passées, ils se reconnectent à des vies passées, ils ont l'impression d'avoir de l'énergie à l'intérieur de leur corps. Tout le monde témoigne absolument de la même chose. Et c'est des millions et des millions et des millions de personnes. C'est l'expérience scientifique à plus large échelle jamais menée. Et c'est aussi, je pense, la thérapie du coup, ou la méthode qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Parce que tout le monde décrit être plus heureux, plus en conscience, plus dans le présent, moins dans l'ego, enfin tous les bénéfices qu'on peut voir à propos de la méditation. Et une fois que tu sais ça, en fait, tu te dis, ok, je ne peux plus enlever de ma carte mentale le fait que ça existe, quoi. Et que c'est vrai, que c'est réel, que c'est concret, quoi. Et une fois que tu sais ça, soit, et là tu peux faire le marketeur en ligne, soit tu prends la pilule rouge et tu t'en fous et tu vis ta vie de merde, ou tu prends la pilule verte et tu vas lire ce livre de Cosmic Game, comprendre ce que c'est que Bouddha a dit il y a 2500 ans, puis tous les autres depuis, puis toutes les traditions du yoga, puis toute cette philosophie orientale de l'ingénierie intérieure pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs. J'en ai fini. La secte est en marche. La secte est en marche. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, Elliot. Et en fait, je trouve le plus intéressant, c'est que tu prends toutes les religions et on retrouve des pratiques communes dans toutes les religions. Donc, toutes les religions sont arrivées un peu aux mêmes conclusions, qui sont qu'il faut des moments de méditation, que ce soit la prière ou la méditation. Il faut des moments de jeûne. T'as ça dans presque toutes les religions aussi. Et en fait, elles sont arrivées à plusieurs conclusions qui ont l'air assez efficaces en fait pour améliorer la vie des gens. Et même sans avoir la croyance, tu peux prendre quand même les outils. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose de le faire, quoi. Théo, ton coup de cœur? Alors, moi, j'en avais un, mais j'hésite avec un autre. Donc, je vais pas faire 2 coups de cœur non plus. Mais j'ai un coup de cœur, c'est un compte Instagram, aussi sur TikTok. Il s'appelle Joseph Abel, avec 2 B, je crois. Et c'est un gars qui est vraiment assez connu. Je crois qu'il a 1 million sur TikTok et beaucoup sur Insta aussi. Et en fait, il a réussi à faire il a réussi à mélanger des mondes qui s'opposaient. Son contenu ressemble à du vlog un peu lifestyle productivité, où il va parler d'organisation, il va parler de comment il aménage son appartement à New York, comment il organise sa vie, il fait ses to-do list. Et en même temps, c'est vraiment un contenu d'influenceur pur, où des gens le follow parce qu'ils aiment la personne. Il arrive à mélanger le côté très lifestyle influenceur Instagram avec un côté productivité. Je crois pas qu'il vende de formation. Je crois qu'il avait écrit un livre un peu biographie, un truc un peu perso. Mais je sais pas s'il vend beaucoup de produits. Mais il fait de l'influence. Il va faire des partenariats à côté. Donc il a réussi à mélanger un petit peu le côté vlog qu'on pouvait retrouver chez des gens. C'est pas Casey Neistat, mais il y a un côté un peu vlog très bien monté avec de la voix off. Plus le côté vraiment
grands conseils importants de vie ou comment il aménage son appart, comment il des recettes de cuisine. Des fois, il y a un côté très plaisant à regarder. Donc voilà, il mélange plein de choses comme ça et je trouve que c'est intéressant en tant que créateur de suivre des créateurs comme ça parce qu'il mélange plusieurs genres, plusieurs formes et c'est assez inspirant. Voilà, Joseph Abel s'appelle. Mais c'est exceptionnel, là, je viens d'aller sur son OnlyFans, il est gratuit. C'est incroyable. Et je crois qu'il fait même de l'argent avec un OnlyFans. Mais il mélange énormément de choses. Tu nous l'avais pas dit, ça. Ah bah non, mais c'est pour ça qu'il dit c'est très plaisant à regarder. Non, mais son compte Insta est hyper bien monté. Et c'est vraiment un créateur qui est assez hors du commun. Parce que le mec a même un OnlyFans et on ne s'attend absolument pas à ce que ce type-là fasse de l'argent aussi avec un OnlyFans. Donc c'est très... c'est vraiment un ovni un petit peu sur TikTok. Il a vraiment cartonné sur TikTok, je crois, l'année dernière. Et là, sur Insta, il cartonne aussi. Et ses contenus sont vraiment bien montés, vraiment bien faits. Et il y a un côté très inspirant. Il va parler de sa vie, de traumatismes qu'il a eu. Et on sent qu'il arrive à forger une communauté très forte. Et je pense que c'est assez intéressant de voir un petit peu comment il fonctionne et de s'en inspirer pour des contenus, que ce soit du contenu lifestyle ou du contenu plus business. Je trouve qu'il arrive assez bien à lier un peu les deux. Okay. Et ben, on ira voir. Merci beaucoup à tous. Je mettrai les liens vers votre travail, bien sûr, dans la description. Vous revenez quand vous voulez, ce sera avec plaisir de vous accueillir à nouveau. Si Bruno Le Maire est là, je vais être là. Alors là, live goal, voilà. Léna Situation, Bruno Le Maire, Théo Guyon, Félix. L'épisode parfait. Allez, gros bisous. Bisous à tout le monde. Ciao, à la prochaine. Gros bisous, salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, j'ai un mot pour toi qui l'a regardé. Beaucoup de valeur a été échangée. Et il y a peut-être des infos que t'aurais aimé garder. Un lien qui aurait pu être utile. Et si t'as pas pris de notes, j'ai une bonne nouvelle. Je l'ai fait pour toi. J'ai résumé tous les moments forts de cette émission avec les liens vers les outils dans une fiche que tu peux télécharger gratuitement maintenant. Pour le recevoir, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou d'aller sur yumpodcast.com, d'entrer ton mail et je t'envoie ça tout de suite. Le lien est dans la description ou sur yumpodcast.com. Et si cette émission t'a plu, n'hésite pas à nous laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître et ça soutient mon travail. Merci beaucoup et à la prochaine.